Avant de vous laisser le plaisir d'entendre M. Henri Guillemin, j'aimerais vous faire quelques communications d'ordre pratique. Tout d'abord, j'aimerais dire aux membres réguliers du Club 44 que jeudi prochain, comme ça a été indiqué, il n'y aura pas de séance en raison du concert qui a lieu à la salle de musique. Par contre, dans 15 jours aura lieu la conférence du professeur Jean Fourastier de Paris sur la révolution à l'Ouest, sur les nouvelles conditions économiques et sociales de notre époque. D'autre part, j'aimerais dire à tout le monde, en particulier aux dames, que ce qui avait été annoncé au début de décembre et qui devait durer jusqu'au 11 janvier, c'est-à-dire que les dames étaient les bienvenues dans les locaux du Club 44 tous les jours de la semaine et pouvaient donc utiliser également le restaurant, eh bien, je voudrais dire que ce régime d'exception, est prolongé désormais et qu'on peut donc utiliser les locaux tous les jours de la semaine, sauf le 28 et jour de fermeture. À l'exception, bien entendu, du jeudi soir à partir de 5 heures lorsqu'il y a une séance. Ceci dit, je laisse la parole à M. Niklaus qui va vous présenter M. Guillemin. Oui, ben justement, il n'est pas du tout question de vous présenter M. Guillemin. Il serait parfaitement impertinent de songer à l'introduire. Vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, déjà entendu. Et votre présence si nombreuse suffirait à nous rappeler d'ailleurs que ce n'est pas nécessaire. Plusieurs d'entre vous se souviennent d'avoir entendu M. Guillemin nous parler au Club 44 de Victor Hugo et en dernier lieu, je crois, de Verlaine. Si je dis quelques mots, ce n'est que pour souhaiter une bienvenue particulièrement chaleureuse à M. Guillemin et puis d'essayer de répondre en l'improvisant à une question qu'il m'a posée tout à l'heure dans l'escalier. M. Guillemin me disait, mais pourquoi donc le Club 44, qui s'intéresse à des sujets techniques, à des sujets scientifiques ou économiques, fait-il venir un critique littéraire comme moi? Eh bien, il me semble qu'on peut répondre, et c'est en tout cas pour ma part ce que je dirais, persuadé que vous me donnerez raison, que ce que nous trouvons chez M. Guillemin, ce sont des qualités qui se trouvent rarement associées dans le même homme. C'est d'une part un extraordinaire souci d'information, de renouvellement de l'information par ce qu'on appelle la critique des sources, une extraordinaire honnêteté et un travail acharné de lecteur des textes originaux. Et puis d'autre part, un pouvoir de sympathie, une capacité de faire revivre devant nous le drame de l'homme derrière l'écrivain. Et cette capacité de nous restituer un destin dans son authenticité, et qui se sert précisément de cette première aptitude, de ce premier pouvoir, qui est celui de l'information neuve, fait que M. Guillemin apporte toujours quelque chose d'original, non seulement dans son aspect documentaire, mais aussi dans l'interprétation, dans le jugement qu'il porte, puisque M. Guillemin est aussi un homme qui, en présence d'un écrivain, n'oublie pas des convictions personnelles et n'oublie pas de tirer d'un homme ce qu'il avait de meilleur et ce qui reste au fond perpétuellement valable pour chacun de nous. C'est pourquoi il nous sera très précieux de l'entendre parler de Flaubert ce soir et pourquoi je ne voudrais pas retarder d'un instant le plaisir que nous allons tous à l'entendre. Merci, Charles. Mesdames, Messieurs, quand on dit Gustave Flaubert, ce qu'on voit, c'est un puissant bonhomme, à la fois chauve et chevelu, il était chauve par devant et chevelu par derrière, un vaste poitrail, des moustaches tombantes, une espèce d'allure de sicambre, comme on disait, ou de lion de mer. Mais ça, c'est le Flaubert des années illustres, après Madame Bovary. Or, il n'est pas devenu rapidement illustre. Un homme comme Victor Hugo était célèbre quand il avait déjà à peine 20 ans, Musset, 19 ans, Rimbaud, 16 ans, du moins dans les cafés littéraires de Paris, tandis que Flaubert, c'est à 36-37 ans que son nom s'est répandu. Le Flaubert d'avant, avant qu'il soit célèbre, adolescent, nous le connaissons très mal. On a des quantités de photographies du Flaubert célèbre, parce que la photo se répandait à partir de 1850, même un peu avant,
Mais le Flaubert des années antérieures, on le voit à peine. Je connais de lui 2 dessins qui nous renseignent bien mal. Et cependant, je voudrais vous apporter tout de suite une citation qui nous montre qu'il y aurait quelque chose à savoir. Il écrit à sa maîtresse Louise Collet, dont nous reparlerons, « Le secret de tout ce qui vous étonne en moi est dans ce passé de ma vie intérieure que personne ne connaît. » Donc nous sommes avertis, il faudrait savoir un peu ce qui s'est passé dans cette vie intérieure d'adolescent pour comprendre quelque chose au personnage d'ensuite. Est-ce qu'il y a moyen? Oui, aujourd'hui il y a moyen. Premièrement, avec sa correspondance. Jusqu'en 1954, il y en avait déjà 9 volumes, dont un volume et demi, je crois bien, sur les années d'adolescence, c'était déjà pas mal. Et en 54, 4 volumes complémentaires ont paru, dont un demi ou 3/4 pour l'adolescence. Alors, masse de correspondance bien intéressante. Deuxièmement, et surtout, ce que l'on appelle ses œuvres de jeunesse, qui ont été publiées posthumes, après sa mort. Je sais bien qu'œuvre de jeunesse, c'est un mot qui a mauvaise mine, un mot quelquefois péjoratif. On se dit œuvre de jeunesse, c'est ce que le bonhomme n'avait pas publié lui-même, parce qu'il estimait qu'il n'était pas encore lui-même, précisément, qu'il n'avait pas encore acquis son identité. C'était ses gammes, c'était ses galops d'essai, c'était ses exercices, c'est de besogne pour professeur, mais c'est pas pour tout le monde. Eh bien si, c'est extrêmement intéressant. Tiens, encore une citation que j'ai oublié de vous donner, qui est drôle, c'est Victor Hugo parlant de ses propres œuvres de jeunesse, et les appelant, il avait à ce moment-là 50 ans, « bêtises que j'écrivais avant ma naissance ». Eh bien, on se figure que tout ce qu'un écrivain n'a pas publié lui-même, c'était des choses qu'il avait faites avant sa naissance littéraire. Eh bien, on découvre, quand on regarde ces œuvres dites de jeunesse de Flaubert, on découvre pas mal de choses. Primo, que cet écrivain en apparence tardif, 36 ans, était en réalité précoce, puisqu'il y a des œuvres de jeunesse écrites à 19 ans, 18 ans, 17 ans, et une même à 14 ans. Deuxièmement, que ça vaut la peine d'être lu, parce que je n'aime pas les exagérations verbales, mais je vous assure qu'il y a là au moins 2 chefs-d'œuvre. Un qui s'appelle Novembre, qui est une très grande chose, n'y aurait-il que Novembre que Flaubert mériterait d'être connu, et une autre qui s'appelle Mémoire d'un fou, qui est loin aussi d'être négligeable. Troisièmement, qu'il s'est passé dans cette vie d'adolescent des choses graves. Citation de lui, 27 ans. Nous tournions, dit-il à Louise Collet en parlant de son adolescence et de ses camarades, nous tournions entre la folie et le suicide. Et dernière découverte que nous apporte cette œuvre de jeunesse, c'est qu'une ressemblance vraiment extraordinaire, je dirais presque consanguine, entre le jeune Flaubert et le jeune Rimbaud. Ben, vous me direz, c'est un paradoxe. Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre Flaubert et Rimbaud? Rimbaud, enfin, vous connaissez le personnage, celui que Claudel appelait l'adolescent hagard de Charleville, un type dont on peut dire au moins qu'il était agité, alors que le jeune Flaubert était si tranquille, qu'il n'a jamais fait d'ennui à ses parents, qui vivait entre son père et sa mère, sans être jamais fugueur, et il avait déjà 19 ans, que sa mère l'appelait encore son poulot chéri. Oui, mais qu'est-ce que les mères savent en réalité du drame qui se déroule dans l'esprit de leur fils? Pas grand-chose. Vous connaissez sans doute une pièce de Rimbaud qui s'appelle Les Poètes de 7 ans, où justement il parle de sa mère qui ignore l'âme de son enfant en proie aux répugnances. Eh bien, je voudrais vous montrer que les répugnances du petit Rimbaud devant la vie, c'est les mêmes répugnances que Flaubert avait connues lui aussi. De quoi s'agit-il? De 2 adolescents qui se déchirent l'âme à regarder le monde tel qu'ils le découvrent, le monde tel qu'il est, si prodigieusement, si terriblement différent de ce qu'ils l'ont imaginé quand ils étaient des gosses. Et le premier désenchantement vient naturellement de la découverte de ce que l'on appelle les réalités de l'amour. Parlons de ça simplement, voyez dans Rimbaud. Il a 16 ans quand il écrit une pièce qui s'appelle « Soleil et chair ». Soleil et chair, si vous restez sur le titre, vous vous dites, c'est une espèce d'imagination des temps préhistoriques où l'homme est abandonné à tous ses instincts, vastes aristis, pas du tout. Dans cette pièce d'un garçon de 16 ans qui va faire ce que vous savez, dans cette pièce, il y a une extraordinaire candeur. Il dit que l'homme des temps préhistoriques, je me demande d'ailleurs pourquoi, l'homme était alors chaste et doux, dit-il, quant à la femme, c'était l'être de virginité, il l'appelle comme ça, dont la beauté a pour mission d'élever l'âme humaine, disait-il, de la prison terrestre à la beauté du jour. 16 ans et demi. À 17 ans et demi, un an plus tard, il a écrit une pièce qui s'appelle Les Petites Amoureuses. Horrible. Et qui suit une pièce qui s'appelait La Vénus anadyomène, encore plus horrible, puisqu'il s'agit d'une Vénus qui a une fistule à l'anus. Et maintenant, il y a une dérision vociférante jetée par lui sur le corps féminin. Qu'est-ce qu'ils ont passé entre 16 ans et 17 ans chez lui? Rien d'autre chose, à mon avis, rien d'autre chose que la connaissance directe et pratique de ce que l'on appelle justement les réalités de l'amour. Et tout se passe comme si cette jeune âme, enfin prise au piège de la beauté, ayant vu ou conduit à quoi mène, dans le fait, ce transport où l'on s'imagine aimer plus haut que la terre et pressentir l'éternité, vomissait de dégoût dans la convulsion de son détrompement. Eh bien, ouvrez maintenant Mémoire d'un fou, du jeune Flaubert. Vous y voyez un texte que je ne veux pas même citer complètement. Je vous dis simplement le début. Il représente un garçon et une fille qui sont dans la nuit, qui marchent, la main dans la main.
qui ont l'âme transportée, qui regardent ensemble les étoiles, les constellations, qui ont l'impression qu'ils sont associés au mystère, au secret du monde, afin que Dieu les accueille. Et un quart d'heure plus tard, dit-il, dans les ténèbres de l'alcôve, etc., je coupe. Et bien, de même que le petit Rimbaud s'était précipité avec une espèce de passion noire, de fureur et de provocation, dans tous les stupres, de même ce qu'on a longtemps ignoré, le jeune Flaubert de 16 ans et 17 ans avait fait toutes sortes d'expériences. J'ai traversé, écrira-t-il plus tard, j'ai traversé de bonne heure et intentionnellement les pires expériences. Il y a eu un moment dans ma vie, dit-il, où je voulais vider la tentation à force d'y boire, et m'abandonnant à toutes ces convoitises, j'éprouvais une espèce de haine, écrit-il, une espèce de haine pour ma propre chair, avec un besoin de lui jeter de la boue au visage. Voyez-vous, chez lui, et il a fait toutes sortes d'expériences, je dis bien homosexuel aussi. Chez lui, il y a moins la poursuite d'un assouvissement qui est pour lui un dégoût que la poursuite d'une souillure qui a un caractère de vengeance. Ben, de même que ce garçon, 17 ans, 18 ans, a le sentiment que maintenant, il a compris, quoi, on ne la lui fait plus, il sait ce que c'est que l'amour. Et ben, de même qu'il est convaincu qu'il sait ce que c'est que l'amour, de même maintenant il est convaincu, 17, 18 ans, qu'il sait ce que c'est que tous les grands sentiments, le courage, la beauté, la générosité, que tout ça, c'est pas vrai, que tout ça, c'est de la blague. J'aime, dit-il, à retourner la doublure des grands sentiments. J'aime à arracher aux poètes son enflure, aux héros sa grandeur, aux mains sales leurs gants blancs. Encore une citation. Je dissèque sans cesse, écrit-il, faisant une allusion au métier de son père, qui était, vous le savez sans doute, chirurgien, médecin-chef à l'hôpital de Rouen. Le père faisait de la dissection temporelle et lui de la dissection psychologique. Je dissèque sans cesse. Et quand j'ai découvert la corruption dans ce qu'on croit pur et la gangrène aux beaux endroits, je lève la tête et je ris. Voilà ce qu'il écrit quand il a 18 ans. Son rire, vous comprenez ce que c'est un rire désespéré, quoi, un rire noir, le rire de quelqu'un, il le dit du reste, qui est amèrement convaincu du grotesque de l'existence. Et là, j'ai encore essayé de me mettre dans la tête une citation de lui pour vous peindre le personnage. Il a 21 ans lorsqu'il écrit ça. Quand je pense, écrit-il, quand je pense qu'on est, NAIT, net, qu'on est, qu'on meurt, qu'on se réjouit, qu'on s'afflige, qu'on travaille à toutes sortes de métiers, qu'on est très occupé et qu'on a des mines sérieuses, que c'est bête, bon Dieu, que c'est bête, écrit-il. Et si ce n'était que bête, mais c'est affreux. Il écrit à son camarade Chevalier, enfin, comment les bourgeois, il veut dire les hommes installés, les hommes assis dans la vie, enfin nous tous, ne se rendent pas compte, comment ne se rendent-ils pas compte de ce que c'est que la vie, c'est-à-dire ce passage phosphorescent ou hébété entre deux ténèbres, le ténèbre d'avant, on ne sait pas ce qu'il y a eu, le ténèbre d'après, on ne sait pas ce qu'il y aura. Qu'est-ce que c'est que cette condamnation à mort? Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à respirer, le nombre de nos respirations est compté, nous sommes tous condamnés à mort. Qu'est-ce que c'est que cette partie qu'on nous force à jouer, dit-il encore, et qu'il faut toujours perdre? Et qu'est-ce que c'est que cette route sans visibilité qu'est la vie? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais nous avons au moins une certitude que nous mourrons, ça c'est pas tellement grave, mais qu'il y a des tas de souffrances qui nous attendent. Et infailliblement, et si on commet la stupidité, dit-il, d'attacher son cœur à une créature, à une femme, à un gosse, eh bien on risque justement de souffrir atrocement, parce qu'à chaque instant, cet être peut nous être arraché. Et il est obsédé, ce garçon, obsédé par l'idée de la mort. Voyez ce qu'il écrit à un camarade, c'est Chevalier, dans une lettre où il a 18 ans. « Je ne peux pas regarder une femme, lui dit-il, et surtout une femme belle, sans penser immédiatement à son squelette. Et sans rire, puisqu'il dit ça à Chevalier en lui disant « Je te parle sérieusement », sans rire, il lui dit « Je crois vraiment, je crois sérieusement qu'on est moins capable, moins coupable, hein, de tuer un homme que de mettre au monde un enfant. » Alors qu'est-ce qu'il peut bien penser du problème de Dieu, ce garçon? Il avait été élevé chrétiennement. Il nous dira plus tard, élevé sans religion, c'est pas vrai, il pose. Son père était en effet agnostique, mais sa mère était très pieuse. Et lui aussi avait été un adolescent pieux. Et bien à 17 ans, il est maintenant convaincu que tout ça aussi, c'est une épouvantable blague. Quel aplomb, dit-il, faut-il pour mettre, et quelle stupidité pour admettre un Dieu Père au-dessus de ce monde bagne. Citation, ce monde avec ses cris, son sang qui coule, ses entrailles pourries, et sa bave de fou. Dans les fameuses œuvres de jeunesse, il y a un personnage qui revient 4 fois, comme s'il en était obsédé. Il croit de moins en moins en Dieu, mais il croit de plus en plus en Satan. Ce personnage, c'est Satan qui revient 4 fois.
et en particulier dans un texte qu'on ne lit pas, on a tort, parce que c'est très intéressant comme premier dessin, comme premier crayon de sa tentation de Saint-Antoine. Ce texte s'appelle Smar, S-M-A-R-H, c'est le nom d'un ermite, et vous savez sans doute, dans la tentation de Saint-Antoine, c'est justement l'ermite Saint-Antoine. Et bien, à 18 ans, il avait inventé cet ermite Smar, qui est aussi dans un désert, puis il y a le démon qui s'amène, qui prend Smar par les cheveux, qui le dresse au-dessus du globe pour lui donner une espèce de perspective cavalière, et le démon dit à Smar, « Écoute bien, fais attention, prête l'oreille, écoute. Écoute le bruit qui sort de la terre. Tu n'entendras qu'un cri, lui dit le démon, qu'un cri de souffrance. C'est la voix de la créature qui bénit son Dieu. Et pour que rien ne manque à cette ressemblance extraordinaire de Rimbaud et de Verlaine, de Rimbaud et de Flaubert, savez-vous que Flaubert a écrit un texte qui s'appelle « Voyage en enfer », qui est l'authentique prélude de la saison en enfer de l'autre. Et il a écrit aussi à 18 ans un récit qui s'appelle « Rage et impuissance », qui est l'histoire d'un enterré vivant, et qui est en fait une histoire symbolique, enfin, on est tous, selon lui, des enterrés vivants, et qui se termine par une insulte directe et nominative à la face de Dieu. Ben, quel est le salut pour lui, un garçon qui pense comme ça du monde? Ben, le salut, c'est d'être non-participant. Pas jouer le jeu, vous comprenez? Pas entrer dans cette histoire qu'est la vie. Pas se suicider, il n'en a peut-être pas le courage. Mais du moins pas jouer le jeu, à savoir, pas prendre d'état, pas prendre de situation, pas prendre de métier, quoi. Et puis surtout, ne pas se marier, aimer personne et pas d'enfant. S'enfermer dans l'art, écrit-il, dans l'art, qui est son salut, et compter pour rien tout le reste. Bon, ben ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est ces idées théoriques dont il parle à personne, ça fait 2 ou 3 camarades. Théoriques. Mais ce garçon, il est dans un certain milieu. Il est inséré dans un milieu social. Il y a son père qui est le chirurgien, il y a un frère aîné qui s'appelle Achille, comme le père. Si tout se passe bien, et tout se passera bien, Achille, qui est un très gentil garçon, va suivre la route du père et sera lui aussi médecin-chef de l'hôpital de Rouen. Il y a à côté une sœur très gentille qui s'appelle Caroline, puis il y a ce Gustave là au milieu. Son père ne le bouscule pas. Quand son père lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire ?», il dit « Je veux être écrivain ». Écrivain, c'est pas sérieux. Enfin, son père doit lui dire « Mais il y en a des tas de jeunes gens de province qui croient comme toi, qui ont du talent. Enfin, il faut prendre un état, un métier, une situation. » Il ne veut pas. Son père le bouscule si peu que faites attention aux dates. Je sais bien que j'ai la manie des dates, mais ça nous apprend pas mal de choses. Ce garçon passe au Bachot au mois d'août 1840, vous y êtes, août 40, et c'est seulement le 10 novembre 41, donc plus d'un an plus tard, 10 novembre 41, que son père obtient enfin de lui, qui se décide à faire son droit, comme on dit. Parce que ça n'engage pas à grand-chose, son père lui a fait ton droit à Paris, puis tu verras. Le voilà qui part pour Paris, en novembre 41, il prend une première inscription, mais il écrit beaucoup de lettres à sa sœur, Caroline, sa sœur qui a peut-être l'imprudence d'aller montrer, ou du moins d'en parler aux parents, et dans ses lettres à sa sœur, il dit « Je vais rien fiche à Paris, naturellement, puisque je ne veux pas prendre de métier, d'ailleurs papa est assez riche pour m'entretenir, et puis je ne m'occupe que de ma littérature. Le droit, 0. » Je convaincrai bien, finit-il par dire, mon père de ma propre incapacité, inaptitude congénitale à être un avocat ou être un magistrat. Lorsqu'il revient aux vacances de Noël, son père lui parle sérieusement et lui dit « Enfin, c'est pas sérieux, je te paye tes études à Paris, il faut que tu travailles. » Je ne sais pas ce que va répondre Gustave Flaubert, mais il a été gêné par cette espèce de mise en demeure affectueuse de son père. Et le voilà qui, le 22 janvier 1842, ça c'est une découverte de 1954, c'est dans la correspondance nouvelle. Le 22 janvier 1942, il écrit, comme Rimbaud, dois-je dire, à un de ses anciens professeurs. Peut-être que vous vous rappelez, vous vous souvenez que Rimbaud avait un professeur ami, qui était devenu son copain, pour ainsi dire. Il s'appelait Isambard, c'est un professeur très jeune, pensez il avait 21 ans lorsque Rimbaud avait 16 ans, et Rimbaud lui écrivait des lettres comme si c'était un copain. Et bien ça m'a assez frappé de trouver cette lettre à Gourgaud du Gazon, ancien professeur du lycée de Rouen, qui était maintenant en poste à Versailles, côté de Paris, où Flaubert lui parle comme à un camarade aussi. Il lui dit « Écoutez monsieur, oubliez donc que vous êtes mon professeur. Imaginez-vous que vous êtes dans ma chambre, là, près de mon feu, à boire du café avec moi, et laissez-moi vous parler comme je parlerais à un de mes copains. » Eh bien voilà, lui dit-il, ma position morale est critique. C'est pour moi, il exagère, c'est pour moi une question de vie ou de mort. De quoi s'il s'agit? Ben, c'est son père qui lui écrit lettre sur lettre en lui disant « Mais je veux que tu te présentes à tes examens de droit, enfin je veux que tu aies une situation. » Et lui ne veut pas, il appelle au secours le professeur en lui disant « Ben, écrivez à mon père pour lui dire que c'est pas du tout ma vocation, que je veux être qu'un écrivain. » Je ne sais pas ce que Gourgaud du Gazon aura répondu, mais je sais ce qui va se passer au prochain retour du jeune homme chez ses parents, c'est-à-dire à Pâques 42. Cette fois, je vous parlais il y a un instant de mise en demeure, c'est pire. Son père le met au pied du mur. Son père lui dit, sérieusement, tu fais ton droit, j'entends que ça soit sérieux, tu te présenteras cette année et tu seras reçu. Alors, c'est pas lui qui le raconte. Il ne parlera pas beaucoup de ces choses-là, une extraordinaire pudeur.
Mais plus tard, dans une lettre à Louis Collet, il fera une très rapide allusion qui nous permet de deviner ce qui s'est passé. Il dira à Louis Collet, une seule fois dans ma vie, je me suis risqué à ouvrir devant mon père ce qu'il appelle le fond du sac. Il lui a tout dit. Tout ce que je viens de vous raconter il y a un instant sur sa conception du monde, il ne le disait surtout pas à son père et à sa mère. Ça les aurait bouleversés, ils auraient rien pris. Ils se seraient dit, bon, notre garçon est plus ou moins fou. Et maintenant, parce que son père l'a pris quoi, à la gorge, gentiment, il lui a dit, tu dois travailler, tu dois réussir, alors il lui a tout raconté, ce que je viens de vous dire. Et vous imaginez le coup que ça a fait à ce père, qui ne se doutait absolument pas de ce tumulte qui se développait dans la pensée de son garçon. Et ce qui est arrivé, il le dit aussi dans cette lettre à Louis Collet, le seul résultat de ma confiance, enfin de la confiance que j'ai faite à mon père, c'est que tout à coup, je l'ai vu pleurer. Eh bien, vous savez, il pleurait pas facilement, le chirurgien, le médecin-chef. C'était un homme froid, boutonné, enfin, qui était très tendre, mais qui le cachait. Un homme avec une armure, avec une cuirasse. Et c'est un coup terrible pour son garçon, qui aimait beaucoup son père. Un cœur grand et bon, dira-t-il, quand il est mort. De le voir pleurer à cause de lui. Voilà la récompense de toutes les douceurs, les tendresses, les gentillesses que ce père a eu pour lui. Ce père, enfin, a porté dans ses bras autrefois ce tout petit enfant, et maintenant que c'est plus un enfant, il le fait pleurer. Il n'accepte pas ça, Flaubert. C'est un coup terrible pour lui. N'importe quoi, mais pourvu que papa ne pleure pas. N'importe quoi, ben, il va céder. Il accepte de faire ce que son père veut qu'il fasse. Il accepte de s'insérer dans le monde. Il accepte d'être peut-être un avocat ou un magistrat. Et ça va très loin, pensez. Étant donné ce qu'il pensait, ce que je vous ai expliqué, ça va très loin. Quand il accusait les bourgeois, autrefois, comme il disait, « Quels êtres, mon Dieu, quelle sérénité, comme ils pensent peu à ce qui nous tourmente !» Il se dit qu'après tout, maintenant, les bourgeois, son père, le père de Chevalier, le père de ses autres camarades, c'est peut-être eux qui avaient raison. Peut-être après tout que tous les jeunes gens, enfin que nous tous, nous traversons un moment comme ça, de révolte, de d'écœurement devant la vie. Puis on s'y fait, enfin, ça glisse sur nous, on se sclérose, on se rend plus compte que c'est affreux. Peut-être que la solution, c'est ça, c'est de fermer les yeux. Penser, va-t-il écrire, penser, c'est le moyen de souffrir. Alors ces bourgeois dont il s'est moqué, mais il se demande si maintenant, après tout, ce ne sont pas des sages. Ce sont gens qui n'y pensent plus. Et pour ne pas souffrir, eh bien justement, il faut ni plus penser, il faut venir à bout de son âme. Pendant un certain nombre de mois, et pendant, à mon avis, 2 ans, on a devant nous un Flaubert qu'on connaît très peu, mais je suis sûr de ne pas me tromper. Un Flaubert qui va s'acharner à venir à bout de son âme, qui va essayer d'être, quoi, une âme morte. On vit très bien avec une âme morte. Et j'ai même l'impression que les âmes mortes font les bons vivants. Eh bien, si rien n'était arrivé, il n'y aurait pas eu de Gustave Flaubert écrivain. Il n'y aurait jamais eu de Gustave Flaubert écrivant ni Salammbô, ni éducation sentimentale. Il y aurait eu un Flaubert bien sage, bien gentil, un magistrat, décoré, honoré, père de famille, et qui, à 50 ans, peut-être découvrant au fond de quelques vieilles malles des papiers avec des titres invraisemblables comme Mémoire d'un fou, Smart ou Novembre, aurait jeté tout ça au feu comme autant de péchés de jeunesse. Mais quelque chose va arriver. Ça se situe en janvier, je ne sais pas le jour, en janvier 44, il a donc 23 ans. Il était de nouveau revenu de Paris pour passer les vacances de Pâques et les vacances de Noël et de Nouvel An avec ses parents. Il allait repartir pour Paris. Il faisait une balade en cabriolet avec son frère, Achille, le futur médecin, qui du reste était médecin déjà à cette époque-là. C'était lui qui conduisait, il était gai, ils étaient très en train, il tenait les rênes. Quand Achille nous raconte, tout à coup, mon frère a été renversé au fond du cabriolet comme par une main qui se serait appuyée sur son front. Il est tombé au fond du cabriolet, il avait perdu connaissance, il était convulsif, il tremblait et il bavait. Alors on a parlé d'épilepsie, vous savez, des médecins ont essayé de travailler sur ce cas, on nous a dit que c'était une artérite cérébrale spécifique, je vous cite ça sans savoir trop ce que ça veut dire, mais on m'a expliqué que toutes les fois qu'on dit spécifique, ça veut dire syphilitique. C'était un résultat de toutes les expériences qu'il avait fait. Enfin, toujours est-il qu'il est là au fond de sa voiture, ayant perdu connaissance, on le ramène à la maison, son père est épouvanté, il n'a évidemment pas repris connaissance encore, on fait venir d'autres médecins, enfin un très grand malade. Il va souffrir pendant des semaines, avec des crises qui reviennent d'abord tous les 48 heures, puis tous les 5 jours, puis toutes les semaines. Enfin, les crises s'espacent, mais les médecins eux-mêmes disent que sa vie est toujours en péril. Alors, plus question de le renvoyer à Paris. Ses parents ne vont plus le tourmenter pour faire son droit et passer des examens. Il s'agit maintenant de le soigner, de le guérir si on peut. Et lui, qui souffre beaucoup, qui au début a cru qu'il était victime d'une malédiction, se dit maintenant que ce qui lui est arrivé est peut-être au fond une bénédiction. Il est ramené comme de force à sa vocation. Il s'était laissé écarter par tendresse pour faire pleurer son père. S'était laissé écarter de ce rivage de solitude vers lequel il avait décidé d'aller.
Et maintenant, à cause de la maladie, ben, il est rendu à lui-même. Il pourra faire ce qu'il voulait faire. Et puis il se guérit, en effet, peu à peu. Mais comme s'il fallait que le sort le confirmât dans son dégoût, dans son horreur de la vie, voilà que deux deuils s'abattent sur lui, coup sur coup, et assez terrible. Son père, qui meurt le 15 janvier 46, sa sœur Caroline, qu'il aimait beaucoup, qui était un vrai copain pour lui, et qui meurt le 20 mars 46. Dès lors, dans cette maison, puisqu'Achille est déjà marié, dans cette maison du bord de l'eau, là, à Croisset, dans ce fameux pavillon de Croisset, il n'y a plus que Gustave Flaubert qui vit avec sa vieille maman, une maman toujours terrifiée, à l'idée que peut-être il aura une nouvelle crise, que peut-être il va y passer, il le voit toujours plus malade qu'il n'est. Il ne la quittera pas pendant 26 ans, et quand elle mourra en avril 72, lui-même n'aura plus que 8 ans à vivre. Alors c'est peut-être le moment de le regarder maintenant dans ce qu'on pourrait appeler son identité intérieure, pour voir comment il s'est constitué sa personne. Là, je vais être obligé de vous expliquer des choses que je vais découper. Quand on écrit ou quand on parle, eh bien, on est obligé de suivre le temps. Ce que je vais vous dire, il faudrait qu'à mesure, vous le reconstituiez en une unité. Je vais décomposer ça en deux parties. Je vais vous montrer ce que négativement il n'est pas et ce que positivement il est. Si on voulait essayer de définir négativement son identité, je la définirais par 3 refus. Flaubert est quelqu'un qui refuse de faire servir l'art, les dons qui sont en lui, de faire servir l'art à son avancement temporel, quoi. Ben, comprenez ce que ça veut dire. Ça a l'air tout simple, mais ça n'est pas tellement simple, parce que le contraire est l'usage. Quand un artiste sent qu'il a des dons, ben, il cherche quoi? Il cherche à s'en servir pour bien gagner sa vie, pour faire de la gloire et faire de l'argent. Victor Hugo, c'est comme ça qu'il a réussi, et je ne lui en veux pas. Enfin, tous, Zola, François Mauriac, n'importe qui. Enfin, quand on a un talent, ben, on essaye d'en faire profiter soi-même d'abord, pour devenir glorieux, pour devenir riche. Lui, cette chose qui nous paraît si simple, ça lui paraît affreux, exactement une simonie. Si j'ai un pouvoir artistique, dit-il, c'est certainement pas pour m'en servir pour mon avancement. Voilà qui écrit des choses comme celle-ci. Je déteste le petit manège du monde. L'art de donner des poignées de main et d'appeler mon cher ami quelqu'un que l'on ne voudrait pas pour domestique. Voilà qui dit encore, et c'est pas mal vu, je vous assure, la célébrité s'obtient à force de course. C'est pas mal vu parce que quand on a un peu vécu comme moi, on s'aperçoit que ce qui n'est pas important, c'est de voir du talent. Ce qui est important, c'est de serrer les mains, c'est de donner des cocktails, c'est de voir du monde, c'est de se pousser comme ça. C'est aussi Flaubert qui va dire « L'Académie se peuple de plus en plus d'académiciens qui ont eu la sagesse de ne rien publier ». C'est pas mal non plus ça. Et puis, en 1858, il va écrire une phrase sur Paris que je tiens à vous dire. Et si je vous donnais la date de 58, c'est afin que vous pensiez tout de suite qu'il n'est pas vrai de dire que les raisins sont trop verts. S'il écrivait ça avant d'être célèbre, mettons en 55 par exemple, on dirait qu'il n'a pas pu réussir à Paris, mais il écrit en 58 alors que tout le monde parle de lui depuis Madame Bovary. Et bien voilà ce qu'il dit de Paris. Il n'aime pas aller à Paris. Paris le gêne, Paris l'étouffe, lui donne le vertige. Il est allé passer 15 jours, et revenant, il écrit à un de ses camarades « Paris est toujours le même, embelli de filles de joie funèbres, de coquins honorés et d'idiots triomphants. » Et puis je voudrais vous raconter aussi une querelle qu'il a avec son ami Maxime Ducamp, qui l'éclaire bien. Ils avaient fait un grand voyage, nous y reviendrons tout à l'heure, avec Ducamp en Proche-Orient. Ducamp avait son âge. Et Flaubert s'imaginait que Ducamp pensait comme lui, ce grand respect de l'art, enfin n'utiliser l'art à rien d'autre qu'à lui-même. Ils rentrent de leur voyage, ils ont maintenant à peu près 30 ans tous les deux, et il y a Ducamp qui lui écrit une lettre que Flaubert trouve très désagréable. Ducamp lui dit « Écoute mon vieux, il ne s'agit pas de nous renier, mais tout de même, maintenant, 30 ans, quoi, il faut être sérieux. Et regarde la situation, regarde bien où nous sommes, 1852. Victor Hugo est en exil, il ne compte plus, il se trompe bien, c'est le moment où Victor Hugo va devenir plus grand. Enfin, il croit ça. Victor Hugo est parti, zéro. Lamartine, Gâteux, ça n'existe plus. Chateaubriand est mort, Balzac est mort. Il y a une place à prendre, lui écrit Ducamp. Il y a une place à prendre. Il faut maintenant qu'on publie. Peut-être même ensemble, tous les deux, un beau roman, ou bien toi un roman, moi un autre roman. Enfin, il y a une place à prendre, c'est le moment de se poser, lui dit. Vous imaginez la réponse que lui fait Flaubert. Il dit « Tous ces mots que tu emploies, se dépêcher, il est en place prise, sont pour moi un vocabulaire vide de sens, c'est comme si tu parlais à un algonquin. » Alors Ducamp se dit « Non, je ne me suis pas fait bien comprendre. » Il recommence, le pauvre imbécile. Il écrit à Flaubert, il dit « Écoute mon vieux, j'ai pas voulu te vexer, mais enfin, rends-toi compte, je te demande pas du tout de faire de la simonie, mais ça serait le moment. » Il a vraiment tort de recommencer parce qu'il ne se doute pas de la réponse qu'il va recevoir. Flaubert explose cette fois, il lui dit « Décidément, nous ne suivons plus la même route. Toi, tu vises le port, et moi la haute mer, si j'y fais naufrage, je te dispense du deuil. » Alors Ducamp va secouer les oreilles en se disant il est fou, il conduira très bien sa petite barque personnelle, puisqu'il la fera aborder en 1880 à l'Institut, la Quai Conti, juste un saut à faire pour entrer à l'Académie française. C'est l'année même où Flaubert mourra, pas académicien du tout, gros gens comme devant, mais fidèle à une certaine phrase qu'il avait prononcée, les honneurs déshonorent.
Bon, alors vous y êtes. Premier refus, donc refus de faire servir l'art à son avancement. Deuxième refus, refus de faire servir l'art à un épanchement personnel. Il ne veut pas que l'artiste se prenne lui-même pour objet. Il dit l'art n'est pas un narcissisme. Il écrit ça à sa petite amie Louise Collet, l'art ne doit pas être un déversoir à passion. Il ajoute ceci qui est pas mal du tout, il lui dit n'importe qui, vous entendez bien, n'importe qui, même qui n'aurait pas de talent, n'importe qui pourrait faire un livre splendide, n'importe qui, rien qu'en racontant sa vie. Mais alors là, pour de bon, sans tricher, sans rien dissimuler. Personne ne le fait, personne ne le fera jamais, on ne peut pas le faire, dit-il. Pourquoi on ne peut pas? D'abord parce que quand on est inséré dans le monde, et tout le monde l'est plus ou moins, on a à respecter des susceptibilités, enfin on a une femme quelquefois, on a une mère aussi, on a peut-être des enfants, donc impossible de tout dire, parce que ça ferait rougir autour de nous. Et puis deuxièmement, quand on essaye de se prendre soi-même comme objet, eh ben on se déforme, on prend la pose, on pose, alors on n'est pas soi-même exactement celui qu'on voudrait décrire, il y a deux personnages, alors impossibilité de se saisir. Et il ajoute ceci qui me paraît également bien pensé, la parole, écrite ou parlée, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. Involontairement, quand on se prend soi-même pour objet, quand on parle de soi, on en remet toujours, dans le bien ou dans le mal. On en rajoute dans le mal pour faire plus cynique, ou on en rajoute dans le bien enfin, pour se faire plus honorable. Alors il n'y a pas moyen. Et quand, dit-il, et quand ce menteur, celui qui parle de lui, est par surcroît un marchand, c'est-à-dire qui vend cette littérature personnelle, alors c'est complet. Et je sais très bien qui y vise. La phrase est de 1855, et c'était le moment où George Sand publiait en feuilleton dans le journal La Presse l'histoire de ma vie. Premier refus, c'était donc, vous avez vu, refus de faire servir l'art à son avancement. Deuxième refus de faire servir l'art à un déversoir à passion. Troisième refus, toujours la même idée, refus de faire servir l'art à une démonstration. Pas de roman à thèse. Il ne faut pas écrire avec une arrière-pensée philosophique. Et disant ça, il se condamne dans ses œuvres de jeunesse, parce que toutes celles que je vous ai dit tout à l'heure, les Smart, les Mémoires d'un fou, etc., les Novembre, c'était pour démontrer quelque chose. Quoi? Eh bien, la philosophie que je vous ai décrite tout à l'heure, c'était pour expliquer aux gens que cette vie est une ordure et qu'il ne faut surtout pas jouer son rôle. Eh bien, maintenant, il a changé. Il ne veut plus que l'art serve à une certaine démonstration, parce que lui-même, au fond, a changé. Et il a changé à cause de sa maladie. Il a été... C'est un de ces immobiles dont parle Claudel. C'est un beau texte que Claudel écrivait, je crois, en 1932 à propos des malades de Berck-Plage, les tuberculeux osseux, vous savez. Claudel disait, ce sont des invités à l'attention. Ils sont invités à l'attention parce qu'il faut qu'ils ne parlent pas. Et quand on ne parle pas, quand on est immobile, on a le temps de regarder, de réfléchir. Eh bien, lui a été longtemps cet invité à l'attention, et la preuve qu'il a changé, la voici. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous disais qu'il retournait la doublure des grands sentiments, qu'il s'expliquait, enfin qu'il se persuadait qu'il n'y avait là-dedans que du prix. Et voilà une phrase de lui, écrite en 1847, où il dit « J'aime toujours à découvrir les vilains fonds sous les belles apparences. » Ça, nous le savons. Mais voilà le nouveau. Mais il arrive aussi souvent, écrit-il, que l'on découvre, là où on s'y attendait le moins, des mines irrévélées de dévouement et de pureté. Et bien ça ne ressemble pas à ce qu'il était il y a quelque temps. Et puis maintenant, il s'est pris d'une espèce de passion pour quelqu'un qui nous étonne vraiment chez lui, lui qui est au fond un romantique, pour ce vieux Boileau, vous savez, poussiéreux et perrucard. Boileau l'excite maintenant, à cause d'une certaine phrase que nous avons tous appris par cœur, enfin, et répété, parce que c'est dans l'art poétique et qu'on apprenait ça dans nos classes, rien n'est beau que le vrai seul est aimable, vous savez. Mais lui maintenant, quand il dit, pesant chaque syllabe, quand il dit, rien n'est beau que le vrai, ben ça l'atteint en plein cœur. Et il le répète avec une espèce de passion. Oui, rien n'est beau que le vrai. Et c'est ça qui nous amène au deuxième aspect. Je viens de vous montrer négativement ce qu'il est par trois refus. Et qu'est-ce qu'il est positivement? Il est celui qui a décidé de vouer sa vie au beau, justement. Et au beau vrai. À la beauté par la vérité. Et il y a un instant, enfin il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, il disait qu'il fallait s'enfermer dans l'art et ne compter pour rien tout le reste parce qu'il fallait offrir le moins de prise possible à l'ennemi. C'était une fuite qu'il envisageait maintenant. C'est pas tellement une fuite devant la vie. Parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a regardé, parce qu'il s'est aperçu que dans cette vie même horrible, hideuse, telle qu'il l'a représentée autrefois, il y a des bonheurs tout de même. D'autant plus poignants peut-être qu'ils peuvent nous être à chaque seconde arrachés, mais de vrais bonheurs. Et en particulier, il a près de lui sa petite nièce, la fille de Caroline, sa sœur, qui s'appelle elle-même Caroline, et qu'il appelle Caroline II. Mais il l'aime comme si c'était son enfant, et il aurait bien voulu avoir un enfant. Il sait maintenant qu'il se prive de quantité de choses en étant cet homme solitaire qu'il a décidé d'être. Ben c'est entendu, il se privera. Parce que, je le répète, c'est moins une fuite qu'une appartenance, c'est le sentiment d'une vocation. Je veux faire, écrit-il dans une lettre à Louise Collet. Et vous savez, dont Louise Collet, il pose pas, quoi. C'est sa maîtresse, c'est sa copine aussi. Il n'essaye pas de se mettre sur un piédestal. Je veux faire de ma vie une espèce de colonne nue pour y mettre tout en haut une flamme.
son camarade Chevalier, à qui il écrivait ces quantités de lettres dont je vous apportais des citations tout à l'heure, part en 1847, comme substitut du procureur en Corse. Lui, vous voyez, il va jouer le jeu du monde, puisqu'il va être un magistrat. Alors Flaubert lui écrit une très gentille lettre. Il lui dit, mon vieux Chevalier, je t'en veux pas du tout, on n'a pas tous la vocation, c'est très bien, fais ta carrière, et tu me retrouveras peut-être dans 10 ans, un magistrat et considérable. Eh bien, c'est très bien, mais je te fiche mon billet, que si tu ne reviens que dans 10 ans, tu me retrouveras à la même table et penché sur les mêmes papiers. Il lui écrit ça en 47. Eh bien, supposons, j'en sais rien, que Chevalier ne soit revenu qu'en 57, c'était vrai. Il le trouvera au même endroit, à sa table, penché sur d'autres papiers qui, cette fois, s'appellent Salammbô. Supposez qu'il ne revienne que 20 ans après, 67. Ben, il le retrouvera au même endroit, à sa même table, sur d'autres papiers qui, cette fois, s'appellent l'éducation sentimentale. Et s'il était revenu que 30 ans plus tard, en 77, il l'aurait trouvé encore au même endroit, à sa même table, penché sur d'autres papiers qui s'appellent cette fois Bouvard et Pécuchet. Bon, ben vous allez me dire que c'est pas possible, que je dois vous en compter, que je me trompe moi-même, en imaginant qu'un homme peut vivre 30 ans, comme ça, comme ne jouant pas le jeu, enfin, comme ne vivant pas, comme étant... Alors, je risque là une plaisanterie bien faible. Vous savez, on dit de lui que c'est un styliste, parce qu'il a tant travaillé le style, et il vient de nous parler d'une colonne. Et ben disons, a-t-il vécu vraiment comme un stylite, enfin comme Saint-Siméon stylite au-dessus de sa colonne, sans jamais en descendre, plein de ce qu'il appelait une absorption démesurée. Eh bien si, il est descendu à ma connaissance au moins 2 fois, peut-être d'autres, mais enfin j'en connais deux descentes de colonnes que je vais vous raconter maintenant. La première descente, forcément, il fallait s'y attendre, c'est à cause d'une femme. Pas à cause d'Elisa Schlesinger. Il y a un bouquin là-dessus récent qui s'appelle Le Grand Amour de Gustave Flaubert. Je me méfie toujours des grands amours. Vous savez, il y en a plusieurs dans la vie, des grands amours. Alors quand on nous dit Le Grand Amour de Gustave Flaubert, c'est Elisa Schlesinger, j'en suis pas très sûr. Elisa, il l'avait connue quand il avait 14 ans. Il a été très amoureux d'elle jusqu'à 20 ans. Il ne lui a jamais dit. Ils se sont rencontrés de temps en temps après. Il lui avait gardé un souvenir très tendre. Oui, ben c'est pas elle qui est en cause. C'est Louise Collet. Et puisqu'après tout cet entretien est assez lugubre, sourions un instant devant Louise Collet, parce que je crois qu'elle appelle le sourire. Louise Collet, elle s'appelait Revoile de son nom. Elle était d'Aix-en-Provence, une gentille petite méridionale. Et elle avait épousé un musicien d'Aix-en-Provence qui s'appelait Collet, un tout petit musicien qui comptait pas du tout. Et elle avait publié un petit volume de vers qui s'appelait Fleurs du Midi. Et elle avait décidé que ces Fleurs du Midi devaient être connues à Paris surtout. Vous comprenez, muse départementale, c'est pas mal, mais elle voulait être muse nationale. Alors elle monte sur Paris, comme on disait, laissant son petit Collet tranquille, à Aix, et à Paris, elle décide de se faire connaître par des moyens appropriés. Elle était très jolie, elle était très généreuse de ses charmes, et alors elle va se faire connaître à Paris, en particulier en vivant dans le milieu de Pradier, qui était un sculpteur et qui avait un salon à la fois littéraire et artistique. Il y avait quelques semaines qu'elle était à Paris, qu'elle a un coup de génie, enfin un trait de lumière, et elle arrive un soir chez Pradier, les yeux hors de la tête, annonçant une nouvelle considérable pour le monde artistique. Elle dit, vous savez qu'on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo. Alors tout le monde lui dit, mais où? Ben, elle est dans ma robe, dit-elle. Et puis là, il y a l'autre histoire aussi, c'est le destin de Victor Hugo. Et comme elle était très gentille avec les académiciens, elle visait des prix académiques, vous comprenez? Oh, pas à l'Académie française, une femme ne peut pas entrer à l'Académie, mais elle voulait des prix académiques. Ça existe encore aujourd'hui, les prix de l'Académie française, mais c'est un peu amorti, vous comprenez, on n'y fait pas très attention. Mais à ce moment-là, très très attention. Elle voulait des quantités de prix académiques. Alors elle était aimable avec les académiciens, quel que soit leur âge. Il y avait Cousin en particulier, qui était très très vieux, mais qui était utile, et elle était très aimable avec Cousin. Alors Hugo aussi, il avait été très gentil avec Victor Hugo. Il l'avait dessiné, il avait un beau talent de dessinateur, Hugo. Comme il était convenable, il l'avait dessiné de dos, parce qu'elle se trouvait être sans vêtements. Mais alors, elle était de dos, et quand Victor Hugo recevait des intimes, il leur murmurait « C'est Madame Louise Collet en tenue de campagne ». Et puis alors, il y a aussi l'histoire de Alphonse Karr. Karr, c'était ce type qui dirigeait la revue qui s'appelait Les Guêpes. C'était une revue satirique très méchante, Les Guêpes. Ça fait qu'elle ne voulait pas être piquée par Alphonse Karr. Alors elle s'était mise en ménage avec Alphonse Karr. Mais ce ménage n'avait pas bien marché. Et un jour, d'une querelle violente, elle avait pris un couteau de cuisine, enfin rien de bien meurtrier, et elle en avait porté une égratignure à Alphonse Karr. Le ménage s'était brisé à ce moment-là. Mais Karr, qui avait de la rancune, avait conservé le couteau. Et il l'avait mis dans son salon sous un globe, vous savez, le globe de verre, comme on mettait la couronne de Marie. Et alors, le couteau était là, sous son globe de verre, sur un socle en velours. Et sur le socle de velours, il avait fait apposer une plaque de cuivre, avec une inscription gravée sous le couteau, offert par Madame Louise Collet, virgule, dans le dos. Alors, vous voyez Louise Collet. Eh bien, Louise Collet devient la maîtresse de Flaubert en juillet 46. Comment ça se fait, puisqu'il avait décidé qu'il n'attacherait son cœur à personne, qu'il ne voulait plus de maîtresse, pas de liaison. Eh bien, il se fait d'abord qu'il a été ému par elle, parce qu'elle était ravissante, et puis, il voyait très bien le jeu qu'elle poursuivait, elle était aimable avec les gens qui pouvaient la servir, avec les académiciens, et lui, il ne pouvait pas lui servir à rien.
Il était un petit provincial parfaitement inconnu à cette époque, et si par conséquent elle était si aimable pour lui, c'est vraiment parce qu'il lui plaisait pour lui-même. Deuxièmement, parce qu'il s'était trompé sur elle. Comme il s'était trompé, il était très naïf et confiant, ce Flaubert. Comme il s'était trompé sur Maxime Ducamp, il avait pris Ducamp pour un second Gustave Flaubert, et bien il croyait que Louise Collet était un Flaubert femelle. Seulement, quand vous voyez le comportement qu'il a à son égard, c'est très intéressant. Il est très pris par elle, à la fois sensuellement et intellectuellement, très pris. Mais en même temps, c'est un garçon qui garde une extraordinaire lucidité et un certain retrait, que je vais vous dire. Lucidité. Il n'y a pas 15 jours qu'ils sont amants, et je vous assure qu'il l'aime violemment. Il lui écrit ceci. Il n'y a pas de mot plus élastique que le mot amour que tu emploies tout le temps. Voyons, tu dis que tu m'aimes, et que tu aimes ta petite fille, elle avait une gentille petite fille de 7 ans, et que tu aimes la robe que tu portes. C'est 3 fois le même mot, tu crois que c'est 3 fois la même chose. Il lui dit aussi, tu ne pourras pas me reprocher de n'avoir pas annoncé l'enterrement dès le berceau. L'enterrement de leur amour dès le berceau de leur amour. Il y a donc 3 semaines qu'ils sont amants et ils s'aiment violemment, il lui dit déjà, c'est sûr, tu sais, il y a un moment, nous ne pouvons pas y croire maintenant, mais il y a un moment où on ne s'aimera plus. Elle n'aime pas qu'il lui dise ça, mais lui, il en est convaincu. Et puis le retrait dont je vous parle, c'est ceci, il ne veut d'abord pas faire pleurer sa mère. Sa mère vit donc avec lui à Croisset, elle, Louise Collet, est à Paris, elle voudrait qu'il soit tout le temps à Paris, lorsqu'il est absent, sa mère est épouvantée, elle veut toujours qu'il revienne, elle se met dans tous ses états, alors il quitte Louise, qui pleure aussi, mais il lui dit, entre les larmes de ta mère, entre les larmes de ma mère et les tiennes, je n'hésite pas. Pas lui sacrifier sa mère, pas lui sacrifier son temps. Il y a quelque chose qu'il estime encore plus important que de faire l'amour avec elle, c'est de faire ses livres, c'est de travailler. Ça, elle le déteste aussi, elle n'aime pas du tout. Et enfin, voyez bien la correspondance, et voyez la première version de la Tentation de Saint-Antoine, il y a chez ce garçon un sentiment invincible, qui gardera toute sa vie, d'une espèce de condamnation sur l'amour charnel. Dans une lettre, il lui dit, hein, tu voudrais bien faire de moi un païen. Ben, je m'y applique, je t'assure, de tout mon parti pris. Mais il n'y a pas moyen, je pense toujours à autre chose. Et dans la première version de la Tentation de Saint-Antoine, il écrit ceci, la luxure chante sa chanson à tous les carrefours de notre âme. Mais c'est une chanson qui nous tue. Le plaisir, il dit bien le plaisir. Le plaisir fond et fondre, fond les enthousiasmes et asphyxie la pensée. Si bien qu'en 1949, lorsqu'il va décider de partir dans son grand voyage avec Maxime Ducamp pour le Proche-Orient, c'est bien entendu qu'il a envie de voir le Proche-Orient et de voir des paysages, mais c'est beaucoup aussi pour fuir cette alcôve de Mantes où elle se réunissait à lui environ tous les 15 jours. Elle le reprendra à la fin du voyage, au retour, faiblement. Puis il la quittera, il est aux pleines forces de sa vie, enfin au plein milieu de sa vie, et il n'y aura plus d'autres liaisons. Son médecin lui persuadera bien que sa vie est anti-hygiénique et qu'il faut qu'il aille faire de temps en temps à Paris des cures que nous appellerons érotico-médicinales, mais aucune liaison, absolument aucune liaison dans cette vie. À ce point que George Sand, qui est sa camarade, s'en agace. George Sand, au nom de la corporation, enfin, trouve que ce n'est pas gentil, cet homme qui vit sans femme. Alors elle le surveille, elle le fait surveiller pour savoir s'il n'a pas tout de même une petite amie cachée. Il n'y en a pas. Et comme elle lui pose des questions et qu'elle l'énerve, il lui répond en 1861, eh ben non, il n'y a rien dans ma vie parce que entre l'art et les femmes, il faut choisir. Et quant à moi, mon choix est fait depuis longtemps. Bon, vous avez vu la première descente de colonne, c'était Louise Collet. La deuxième descente, c'est plus à cause d'une femme, c'est à cause, bien inattendue chez lui, mais enfin, il est un homme, à cause du démon du succès. Il a envie tout à coup du succès temporel, de la gloire et de l'argent. Ça se passe après la guerre de 70. Il avait toujours été à l'aise, mais voilà qu'il avait mis une partie de presque toute sa fortune dans les affaires de son neveu. Sa nièce, Caroline, avait épousé un monsieur Comenville qui faisait de l'importation-exportation de bois. Les affaires de bois ne marchaient pas bien, le père Flaubert n'avait plus beaucoup d'argent. Alors il est gêné d'argent pour la première fois de sa vie, en 73. Et bien il se dit, après tout, diantre quand même, enfin pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi de l'argent avec ma littérature? Et il écrit, je m'excuse de la citation, il y a des tas de Jean Foutre et de Godelureau qui font de l'or avec des pièces imbéciles à Paris, ben si je m'y mets, moi, alors il va s'y mettre. Et il écrit une pièce qui s'appelle Le Candidat. C'est une satire des mœurs politiques. Nous sommes sous l'ordre moral, il y a MacMahon, je vous assure qu'il y a un beau sujet sur le candidat. Seulement quand on réfléchit à ce titre, on s'aperçoit qu'involontairement, c'est lui le candidat. Il est en train de faire ce qu'il avait décidé qu'il ne ferait jamais. Il tire des sonnettes, il donne des poignées de main, il appelle mon cher ami des gens dont on ne voudrait pas pour domestique. Enfin, il fait le contraire de ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Sa pièce est jouée le 12 mars 1874 et c'est un four. Elle était très mauvaise, sa pièce, mais tellement mauvaise qu'il n'y a pas de représentation. Et bien, il se conduit admirablement. Le soir du four, rentré chez lui, vers minuit et demi, il prend un papier, il écrit à George Sand, « Pour un four, c'en est un, ouf !» Ouf, écrit-il, j'éprouve comme un sentiment de délivrance. Voyez-vous, il était de ces privilégiés auxquels il n'est pas accordé d'être un médiocre.
pour la seconde fois, il avait essayé de s'enfuir de sa vocation, il est ramené de force vers ces hauts lieux où il avait décidé qu'il vivrait. Et comme pour se punir, après avoir fait son coup du candidat, il se remet à un bouquin qu'il avait commencé, dont il savait bien qu'il n'aurait aucun succès, qui prendrait le public à rebrousse-poil, un bouquin qu'il exténuait, qui s'appelle Bouvard et Pécuchet, histoire de deux cloportes, comme il disait. Eh bien, je recommence, parce qu'écrit-il, on ne choisit pas ses sujets, on les subit. Regardons maintenant un peu l'individu, non plus, comme je disais tout à l'heure, dans son identité intérieure, mais dans sa personne physique. Essayons de voir le père Flaubert comme parmi nous. Comment est-ce qu'il était dans la vie courante? D'abord, c'est drôle de voir les jugements des contemporains. Des jugements les plus contradictoires sur lui. Goncourt le trouvait d'une vulgarité insupportable. Madame Alphonse Daudet disait qu'il était infréquentable, parce qu'il avait une conversation d'une rudesse et d'une brutalité de langage impossible. Anatole France disait, c'est un malin Anatole France, un type qui ne l'a fait pas, cet homme n'est pas intelligent, dit-il. Et bien Zola, au contraire, l'avait appelé Bongrand. Bongrand. Il l'a mis dans un de ses romans qui s'appelle L'œuvre. Et s'il l'appelle Bongrand, je vous assure qu'il a choisi les syllabes exprès. Il le trouvait bon, il le trouvait grand. Et puis il y a Bergerac qui nous a laissé une toute petite description de Flaubert que j'aime bien, en particulier à propos de son regard. Dit-il, son bon grand regard, candide et pur. Et bien ce qu'on pourrait dire de lui d'abord, c'est que c'était un bûcheur. Je sais bien que des gens malins comme Jules Lemaître c'est l'Anatole France de la critique. Jules Lemaître est aussi un rusé, qu'on ne trompe pas facilement. Jules Lemaître, on nous disait, enfin il nous fait rire tout de même, monsieur Flaubert, avec ses affres du style, ce fameux travail. Mais non, dit Lemaître, enfin, on n'est pas dupe. Il était à sa table de travail, il avait un mot qui venait pas, alors il se couchait sur sa peau d'ours, il avait une grande peau d'ours blanche dans son cabinet de travail, puis il fumotait des cigarettes jusqu'à ce que l'idée lui vienne. Ben c'est pas vrai, parce qu'on a ces manuscrits aujourd'hui avec d'extraordinaires numérotations. On sait combien de pages il écrivait dans la journée, il marquait les dates, il marquait les heures. Et bien cet homme restait à sa table de travail des 10, des 12, des 15 heures de suite. Quand à la fin de la journée, il avait écrit 20 lignes qui lui plaisaient, après les avoir recommencées jusqu'à 15 fois, ben, il avait le sentiment qu'il avait à peu près bien travaillé. Un vrai bûcheur. Un homme qui ne prenait pas d'exercice. Et il avait un tempérament sanguin, musculeux. Enfin, c'est un homme qui aurait eu besoin d'exercice. Il aimait faire deux choses. Il aimait nager. Son pavillon de Croisset était juste au bord de l'eau. Il aimait nager et il aimait faire de la voile. Mais sa mère, toujours était terrifiée. Si jamais il a une de ces crises, pendant qu'il nage, là il coule. Et puis faire de la voile. Justement là, à l'entrée de la Seine, où la fille de Victor Hugo s'est noyée il n'y a pas si longtemps, en 1943, vous avez à Villequier. Elle a tout le temps peur du mascaret, elle a tout le temps peur d'une saute de vent, enfin, elle le supplie de ne plus aller nager et de ne plus aller faire de la voile. Bon, c'est entendu, il ne nagera plus, il ne fera plus de voile, il ne fera rien. Si, il va conserver tout de même un tout petit exercice journalier. Là, laissez-moi vous expliquer. Quand on écrit une phrase, qu'on est un véritable écrivain, on l'entend, sa phrase. Je me rappelle toujours que Claudel, qui était assez mystificateur, la première fois que je l'avais vu, c'était à Brangue en septembre 1942, il m'avait dit une de ces phrases dont il avait le secret qui vous laissait ahuri. Il me disait, Guillemin, faites attention au bruit que vous faites en écrivant. J'avais pensé que mon stylo grinçait. Alors il m'avait dit, pauvre imbécile, enfin pas comme ça, mais il fait comprendre que j'étais idiot. Ça veut dire que quand vous écrivez une phrase, vous faites un bruit. Parce que les phrases, c'est des mots, et que les mots, c'est des syllabes, c'est des sons. Par conséquent, quand vous écrivez une phrase, écoutez-la dans votre oreille pour voir s'il n'y a pas de heurte, s'il n'y a pas de hiatus. Enfin, écoutez, chantez votre phrase. Et bien tous les écrivains se murmurent leurs phrases. J'ai vu travailler Mauriac. Mauriac, dès qu'il a fait une phrase, ben, il se la ronronne comme ça. Puis il y en a d'autres qui ronronnent même pas, qui n'ont pas besoin de murmure, qui l'entendent, quoi. Et bien lui, Flaubert, comme il ne prenait pas d'exercice, pour prendre de l'exercice, il ne se contentait pas de les murmurer, il les rugissait, vous comprenez ces phrases, parce que c'était un petit travail. Alors là, il faisait passer l'épreuve, comme il disait, l'épreuve du gueuloir. Je m'excuse, c'est lui qui disait ça. Alors, ces phrases, une fois qu'il les avait bien écrites, il les lisait fort, très fort, et comme le pavillon de Croisset où il travaillait était en bordure de la Seine, juste séparé par le chemin de halage. Il y avait le samedi et dimanche des tas de familles qui venaient là, on roulait les poussettes, et puis les gens s'arrêtaient parce qu'on entendait sortir des rugissements de gorilles de ce pavillon. Bon. Et puis il fumait trop, que j'en ai le bec avarié, disait-il. Le bec avarié. Il buvait beaucoup trop de café, si bien qu'il ne dormait plus, et à la fin de sa vie, il allait d'insomnie en insomnie. Il disait que quand il posait la tête sur son oreiller, il entendait ses phrases, les phrases qu'il a fait dans la journée, rouler dans sa tête comme des chars romains sur des pavés. Bon, un bûcheur. Deuxièmement, sous son aspect brutal, un homme tendre. Preuve. Je vais vous apporter d'abord un texte qui est sourdement autobiographique et qui est dans la première version de l'éducation sentimentale. Dans cette première version, il y a un personnage qui s'appelle Henri. Ce personnage est un étudiant venu de province, de Rouen peut-être, qui vient s'installer à Paris, comme Flaubert s'était installé à Paris en novembre 1941. Sa mère est venue accompagner l'étudiant
pour l'installer, justement, pour voir s'il est bien au chaud, si la pension est convenable, si la logeuse n'est pas une mauvaise femme. Enfin, elle l'a installée, puis elle va repartir. Alors, la petite phrase que je vais vous dire, qui me paraît être un souvenir direct, c'est Henri quittant sa mère lorsque sa mère, au bureau des messageries, il n'y avait pas de train à ce moment-là, elle prenait la diligence, repart pour Rouen. Ils sont donc là. Il y a la diligence toute prête, il y a Henri et sa mère, puis il y a des gens qui vont prendre une autre diligence. Elle l'a embrassé, raconte-t-il, avec des baisers un peu trop sonores sur les deux joues, et ça l'a vexé, parce qu'il y avait des bourgeois qui étaient là. Alors, dit-il, il alluma rapidement un cigare, et prit un air indifférent. Mais, alors je crois que je sais par cœur, mais à peine la diligence s'était-elle ébranlée, adieu, pauvre mère, adieu, dit-il tout bas dans son cœur. Et comme il se sentait regardé, il enfonça son chapeau sur ses yeux, ses mains dans ses poches, et se mit à marcher sur le trottoir d'un air brutal. Eh bien, l'air brutal, c'est l'air qu'il prend pour qu'on ne sache pas ce qu'il pense. Voyez une citation d'une lettre à sa sœur. Celle-là de 42, celle-là. C'est quand il est à Paris, essayant de ne plus avoir d'armes, vous savez, pour faire plaisir à son père, quoi. Ah, rat! Et raté, souris, hein. Ah, rat, mon bon rat, mon vieux rat, écrit-il à sa sœur. Ayez soin, maman et toi, d'avoir de bonnes joues la semaine prochaine. Je grille de monter dans la diligence. Je me vois déjà arrivant à Rouen, montant l'escalier 4 à 4, gueulant et vous embrassant. Et puis il y a le temps qui va passer avec sa petite Caroline II, ça, la fille de Caroline I, à qui était destinée cette lettre. Il protégeait son temps, vous savez, plus que quelque chose. Il ne voulait pas passer trop de temps avec Louise Collet. Mais sa nièce, c'est comme sa fille. Alors il lui donne dans la journée des heures. Et lui qui est totalement incroyant, sans un sourire, et avec la figure la plus grave possible, il lui fait réciter ses leçons de catéchisme. Puis il y a la maman qui vieillit, et tout de même, chaque jour, il lui donne 1 heure ou 2 heures pour la promener dans le petit jardin. Et puis la voilà qui meurt. Et je vais vous apporter deux citations de 4 ans après la mort de sa mère. Elles sont 76. Il écrit à Caroline II, qui est maintenant mariée. Il lui dit, que sont devenus, où as-tu mis le châle et le chapeau de jardin de maman? J'aime aller voir et aller toucher de temps à autre. Tels étaient, voyez-vous, les tristes et secrets plaisirs de cette espèce de brute qui scandalisait les Goncourt. Et s'il lui arrive de rôder autour de la lingerie et de la cuisine, ce n'est pas avec l'affreux visage d'Anatole France en pantoufles ou du vieux Sainte-Beuve. Il écrit ceci. Quelquefois, après le dîner, j'appelle Julie. Julie, c'était sa bonne. Quelquefois, après le dîner, j'appelle Julie. Et je regarde sa robe à damier noir qu'a porté maman. Puis je songe à la chère bonne vieille jusqu'à ce que les larmes me prennent à la gorge. Et bien voilà ce qu'il était en secret, celui que Louise Collet appellera plus tard cet esprit où il n'y avait pas d'âme. 3. L'amitié. L'amitié a toujours compté extraordinairement pour lui. Citation préalable. Il dit un jour dans une lettre, d'où vient donc qu'il y ait tant d'amitié entre les enfants? Déjà moins entre les adolescents, presque plus dans l'âge mûr, et plus du tout entre les vieillards. Eh bien, lui, il n'aura pas le temps d'être un vieillard, il va mourir avant 60 ans, mais il aura toujours eu besoin d'amis, de camarades très chers. Et j'aime la manière dont il se conduit avec ses camarades, parce qu'il est le contraire d'un homme affectueux. Vous comprenez? Il déteste le genre sentimenteux, comme il disait. Il est grossier, il est brutal avec ses camarades. Il leur dit des choses pas aimables, il est bourru. Rien ne vaut la citation. Alors je vais vous apporter une toute petite lettre, toute petite, c'est pour ça que je la sais par cœur, qu'il écrit à Duplan, qui était un de ses camarades. Jules Duplan. Duplan s'occupait plus de lui. Duplan était méchant. Duplan ne lui écrivait plus. Et Flaubert avait la peine que Duplan ne lui écrive plus. Alors vous comprenez qu'il n'allait pas se plaindre en disant « Oh, comment tu m'aimes plus ?» Non, pas du tout. Il lui dit ceci. « Si tu pouvais me donner des nouvelles d'un nommé Duplan, virgule, Jules Duplan, tu serais bien aimable. S'il est malade, tu l'embrasseras de ma part. Mais s'il se porte bien, tu lui crieras dans les oreilles qu'il est un sacré nom-de-Dieu de cochon qui oublie son vieux GF. » Voilà, c'était tout, mais assez sympathique. Et puis alors, il y a Laporte maintenant. Laporte était conseiller de préfecture à Rouen. Et Flaubert se moquait de lui, mais toujours gentiment. Il commence une lettre comme ça. Colibri des préfectures, sylphes des salons, furets des boudoirs. Ça nous amène au 4e aspect de lui dont je voulais vous parler, c'est ce côté de fougue, de blague, de rigolade qui est chez cet homme au fond sombre, nous allons voir tout à l'heure, mais qui ne peut pas s'empêcher de faire les plaisanteries les plus mauvaises possibles. Plus les plaisanteries sont mauvaises, plus ça lui paraît excellent. Ainsi, à la fin d'une lettre sérieuse, je vous assure, une lettre sérieuse, à sa nièce Caroline, il lui met pas scriptum. Suppose que je m'appelle Druche. Alors tu me dirais comme tu es beau, Druche. Une autre fois, il écrit à Bouillet. Et il lui dit, tiens, je vais t'envoyer des alexandrins. Bouillet est complètement stupéfait parce que jamais Flaubert n'a fait de vers.
Il lui annonce des vers, des alexandrins, et puis il lui dit, oh non, te fais pas d'illusions, tu sais, c'est pas très malin, mais vers même un peu bête, un peu sot, enfin des vers sots, à moitié sots, des vers mi-sots, avec un peu de célatique, des vers mi-sec. Bon, il y a une autre fois aussi où il invente des mots. Il a inventé le mot d'uriuscule, que je trouve assez joli pour dire que c'est une lecture d'uriuscule, une lecture difficile, enfin qui vous fait penser. Puis quand il parle de la propriété, au sens où les bourgeois de 48, ça il faut pas blaguer avec la propriété, alors il lui met d'habitude une majuscule, il a raison, mais deux L aussi, propriété, parce que ça lui paraît encore plus grave. D'autre part, il a un goût en lui permanent du saltimbanque. Sa mère l'appelait du reste le saltimbanque. Il aime faire des imitations. Et quand il est en Égypte avec son camarade Ducamp, les temples égyptiens m'embêtent, dit-il, à force d'en voir, vous comprenez. Alors, comme il est au fond de ses sables et qu'il ne sait plus que devenir, il a inventé de jouer avec Ducamp deux bourgeois de vieux rentiers de Rouen, qu'une aberration a transporté au fond de la Libye, qui se demande ce qu'ils font là, qui s'appelle l'un le père Étienne et l'autre Carafon, et c'est lui Carafon, dit-il. Alors il écrit à ce moment, nous nous promenons en nous soutenant réciproquement et en bavachant. 20 fois par jour, il me demande d'écrire à son neveu le substitut, pour lui dire de venir, parce qu'il ne se sent pas bien. Le soir, pour nous coucher, ça dure une demi-heure. Nous nous retournons en geignant et en nous retournant pesamment sur nos lits, comme des gens abîmés de rhumatisme. Allons, bonsoir, mon ami, bonsoir. Et puis, à la fin de sa vie, il avait inventé un autre personnage, très anticlérical, je m'en excuse, il s'appelait le révérend père Cruchard, qui était lui, Cruchard, on est con, révérend père Cruchard, aumônier des dames de la désillusion. Enfin, j'ai essayé de me mettre par cœur dans la tête 3-4 citations de lettres où, brusquement, au détour d'une phrase, il vous dit des choses inattendues. Ceci, par exemple, encore à la nièce. Je suis revenu hier soir de Rouen par le bateau. Il habitait le quartier résidentiel, vous savez, Croisset. Alors on pouvait y aller soit par la route, soit par le bateau. Je suis revenu par le bateau, avec l'élite, l'apostrophe, et L-U-I-T-E. Vous avez compris, c'est l'élite. Mais quand on est vraiment distingué, il y a une espèce de pincement des lèvres. Vous savez, l'élite. Je suis revenu avec l'élite. J'ai fait la conversation. J'ai été charmant, point. C'était infect. Et puis alors, il y avait encore une autre lettre, c'est à Bouillet, où il dit ce soir sur la rivière, les poissons sur la rivière. Les poissons sautaient avec des folâtreries incroyables. T'aurais dit des bourgeois invités à prendre le thé à la préfecture. Puis il y a une lettre de 77. 77, il est parti. Sa mère est morte, alors il a accepté d'aller tout de même. Oh, je suis un peu long. Il a accepté, on m'avait dit 1 heure, ça va dépasser un petit peu. Ça ne fait rien. Bon, alors, il est allé en Suisse. Son médecin lui avait dit que ça lui ferait du bien, il est allé au Rigi. Tout le monde allait au Rigi à ce moment-là. Vous vous rappelez, Tartarin sur les Alpes. Enfin, il est au Rigi. Il s'ennuie à périr au Rigi. C'est une lettre à Tourguenieff de 77. Il dit que ces gens du Rigi sont intolérables. Pas les Suisses, naturellement, mais les touristes. Vous comprenez, les touristes. Intolérables, dit-il. Alors, écrit-il à Tourguenieff, figure-toi, lui dit-il, qu'hier, par humanité et besoin d'expansion, j'ai été tenté d'embrasser 3 veaux que j'avais rencontrés dans un pâturage. Et enfin, il y a la lettre du chien que j'ai beaucoup aimée. Je m'ennuie tellement en chemin de fer, écrit-il, qu'au bout d'un quart d'heure, je hurle d'ennui en bâillant. Les gens du compartiment voisin croient que c'est un chien oublié, pas du tout. C'est M. Flaubert qui soupire. Eh bien, il s'assombrit peu à peu. À partir de 70, ça ne va plus beaucoup. Cet homme ne rit plus guère. D'abord parce que des deuils sont venus coup sur coup. Il y a sa mère qui est morte, il y a le cher Théophile Gautier, il y a Georges Sand, il y a Duplan, il y a Laporte, en fait tout ça meurt ou l'abandonne. Et il ne va même plus à ces dîners d'hommes de lettres qu'on appelait les dîners Magny, dont les Goncourt nous parlent beaucoup, parce que, dit-il, on y a intercalé des binettes odieuses. Et j'entre de plus en plus, ça c'est une de ces créations que j'aime pas mal, dans un état d'insupportation à l'égard du monde. Il écrit à son neveu Commanville aussi, avec mon joli petit tempérament nerveux, tout ce qui me touche me pénètre, voilà le vrai. Et allant un peu plus loin, dans une lettre de 1864, il dit à Georges Sand, j'ai perpétuellement comme une espèce de sanglot au fond de la gorge. Eh bien, il faudrait essayer de comprendre pourquoi il a ce sanglot. Pourtant, on nous dit que c'est un écrivain impersonnel. Et lui s'est tellement vanté de faire de la littérature impersonnelle. Vous savez bien que l'artiste impersonnel, c'est celui, disait-il, qui n'a pas le droit de dire « je » et qui n'a pas le droit de prendre parti. Bon, il ne dit pas « je », mais écoutez la citation que je vais vous dire, et elle éclaire bien ce faux « je ». Il dit « Le public ne se rend pas compte que c'est notre cœur que nous lui délayons dans l'encre. » Ce qui signifie, si je ne dis pas « je », c'est tout de même moi qui suis derrière mes personnages, moi avec mes souvenirs ou avec mes virtualités. Et cet homme qui ne doit pas prendre parti, qui doit se contenter de revoir, de décrire les choses telles qu'elles sont, faites bien attention aux reproches que je vais vous dire qu'il adresse à Dumas. Les romans de Dumas, dit-il, c'est épatant, on ne s'ennuie jamais, on lit ça d'un bout à l'autre. Seulement quand on a fini, il n'en reste rien. Ça a glissé sur nous comme de l'eau sur du marbre, et on retourne paisiblement à ses affaires. Eh bien, il ne veut pas que quand on a fini de lire du Flaubert, on puisse retourner paisiblement à ses affaires.
C'est au fond la même idée que Claudel va développer dans ses grandes odes, où Claudel disait qu'il veut que son lecteur le quitte inquiet et lourd. Il me semble que toute l'œuvre de Flaubert, elle pourrait avoir un sous-titre ou un surtitre à la Malraux, la condition humaine. Ce sont des constats qu'il nous apporte. C'est une espèce de constatation sur la vie. Ce sont des tranches de vie, comme on disait. Et il déclare, en effet, il faut que l'artiste agisse comme Dieu. Dieu a fait sa création, puis semble absent. Et bien l'artiste doit faire et se taire. Mais se taire, ça n'empêche pas de se ronger. Et dans la même lettre à George Sand, où il lui parlait de son sanglot permanent, il lui dit « Je passe mes jours à me ronger le cœur et la cervelle, voilà le vrai. » C'est exact que si vous prenez son œuvre une par une, c'est pas gai. Qu'est-ce que c'est que Madame Bovary? Comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Sur quoi débouchent les passions humaines? Si vous essayez de résumer l'éducation sentimentale, sur quoi débouche l'arrivisme, le jeu de la société? Si vous essayez de résumer Bouvard et Pécuchet, sur quoi débouche la connaissance? Sur l'île du désappointement. On nous dit même qu'il voulait terminer par une espèce de lugubre éclat de rire, que son dernier bouquin devait être ce Bouvard et Pécuchet, l'histoire des cloportes. C'est pas exact. Nous savons par sa correspondance d'une part et par le journal des Goncourt d'autre part qu'il avait déjà une autre idée en tête et que c'était pas un roman triste. Il voulait raconter une nouvelle. Il voulait raconter les Thermopyles. Ça vous paraît pas excitant, mais Zola nous dit que quand il a entendu Flaubert lui raconter son projet des Thermopyles, il en a eu, dit Zola, le poil hérissé. Pourquoi donc? Ben voilà ce que lui avait expliqué Flaubert. L'histoire des Thermopyles, on l'a appris dans nos classes. Et on confond ça avec une de ces grandes fresques, vous savez, à la David, officielle. On voit ces guerriers grecs avec des knémides bien briqués, des panaches, enfin, qui s'en vont au pas qu'à danser vers ces Thermopyles. C'était pas ça du tout, il dit. Qu'est-ce que c'était, ces types? C'était un commando sacrifié. C'était 300 soldats dont on avait dit, vous allez essayer au moins de retarder l'avance des Perses. Ben, ils y allaient comme des gardes nationaux, écrit-il. Des gardes nationaux, il les avait vus à Paris ou à Rouen pendant le siège. C'était des troufions, dit-il, qui se racontaient des histoires obscènes, mais qui allaient à la mort, sachant qu'ils allaient à la mort. Ils étaient sublimes sans le savoir. Eh bien, c'est ça que je veux raconter. Je vous montrer comment il y avait des types qui étaient admirables sans savoir qu'ils étaient admirables. Des cœurs purs, quoi. Et je voudrais faire de ça quelque chose de plus beau que la Marseillaise, disait-il. Et quand je viens de dire cœur pur, mais il avait déjà raconté une histoire de cœur pur, parce que ces trois contes, si vous les prenez un par un cœur simple, Saint-Julien d'Hospitalier ou Hérodias, c'est l'histoire aussi de trois cœurs purs. Il tombait bien Brunetière, un des plus lamentables critiques bourgeois du XIXe siècle. Brunetière qui, lorsqu'il a vu paraître les trois contes, écrivait dans la Revue des Deux Mondes ceci comme commentaire, toujours le même et profond mépris du romancier pour ses personnages. Ben oui, il tombait bien, parce que s'il s'imagine qu'il y a du mépris pour Félicité, enfin vous avez lu l'histoire du cœur simple, ah non, c'est le contraire du mépris, et croyez-vous, qui se moque de son personnage de Justin, par exemple, dans Madame Bovary, vous vous rappelez le petit Justin, c'est le commis de l'apothicaire là qui pleure, qui sanglote tout seul dans le noir quand on a enterré Madame Bovary. Est-ce qu'il se moque de la petite Rosanette dans l'éducation sentimentale? Est-ce qu'il se moque de Dussardier? Tiens, vous savez peut-être pas ce que c'est que Dussardier, je vais vous raconter en 2 minutes. Dussardier, c'est le personnage qui est là, représentatif de la jeunesse ouvrière sous Louis-Philippe. Il est invité par des étudiants républicains, mais ce sont des étudiants, quoi, ce sont des fils de famille, ce sont des garçons riches. Alors ces garçons ont cru avoir fait un grand honneur à cet ouvrier en l'invitant, puisqu'ils pensent bien qu'il est républicain, en l'invitant à leur punch, comme on disait à ce moment-là. Vous savez, les punch, on faisait brûler le punch. Alors il y a la soirée des étudiants, puis il y a Dussardier qui est là, seul, ouvrier, seul prolétaire au milieu de ces jeunes gens de famille. Et on parle femmes en fumant des cigares, on en parle bassement. Et ces étudiants, chacun se vante de la façon dont il fait l'amour. Et il demande à Dussardier, et toi Dussardier, comment tu les aimes, les femmes? Et Flaubert dit, Dussardier hésita une seconde, puis se lança. Moi, répondit-il, je voudrais aimer la même toujours. Et cela fut dit de telle manière qu'il y eut un instant de silence. Vous pensez qu'il se moque de Dussardier? Oh non, pas plus que de Madame Bovary et pas plus que de Madame Arnaud. En réalité, dans ces romans de Flaubert, il y a quelqu'un devant nous qui est en train de se crisper pour ne pas pleurer. C'est le même bonhomme, dans une lettre secrète à Madame Roger Desgenettes en 64, qu'il dit, lâchant ce cri qui est au fond de lui-même depuis tant d'années, mais qui ne livre devant personne. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la laideur? Pourquoi tout? Eh bien, nous voilà en face de son drame secret. Ma plaie profonde, écrit-il un jour. Ma plaie profonde est toujours cachée. Qu'est-ce que c'est son drame? Oh, c'est le drame du dépossédé, quoi. De l'enfant qui ne s'est pas consolé. De l'enfant qui avait cru que le monde était beau, que les gens étaient purs, enfin, qu'il y avait de la grandeur, et qui en trouve si peu parmi nous. Et je voudrais vous apporter là 3 citations qu'on ne voit jamais dans aucun bouquin, que j'ai trouvé dans son œuvre, que je sais par cœur, je crois, que je vais vous dire. Elles éclairent bien sa pensée secrète. L'illusion évanouie, laisse en nous son odeur de fée. 2e citation. Pauvre âme, tu es le cœur gonflé,
Tu es cette voix en nous qui parle et qui sanglote et qui prie. Troisième citation. J'ai en moi comme les débris de 20 mondes. Je suis vieux comme si j'avais marché des siècles, mais pourtant, tout au fond de mon être, je sens quelque chose qui palpite et qui remue encore, quelque chose qui demande et qui appelle, comme une voix d'enfant. C'est pas un négateur, Flaubert, voyez-vous. Ce qu'il dégoûte, au contraire, ce qui l'exaspère, c'est les péremptoires. Les péremptoires du oui et les péremptoires du non. Il ne supporte pas les curés. Parce que les curés, dit-il, ils ont une certaine syllabe tout le temps à la bouche. Dieu, 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 une espèce d'éternuement qui leur est habituel, écrit-il. Mais il déteste aussi les péremptoires du non. Il déteste les positivistes. Il dit que chez Auguste Comte, il y a des Californies grotesques. Et si Voltaire l'intéresse, parce que la griffe du lion, comme il dit, est inscrite dans Candide, où on voit la créature errante sous un ciel de fer, les voltairiens, les cœurs, les voltairiens, c'est des gens, écrit-il, qui rient sur les grandes choses. Cette voix dont je parlais il y a un instant, cette voix qui demande et qui appelle, je sais ce qu'elle dit. Elle dit, si c'était vrai. Et il y a des moments où il a l'impression que c'est peut-être vrai. Vous voyez, dans Novembre, qu'il écrit quand il a 21 ans, il dit qu'à certains moments, cet homme désespéré, il sent sourdre, c'est lui qui écrit ça, sourdre dans son cœur, comme des fontaines de miséricorde. Et rien n'est plus frappant que le détail que je vais vous raconter, puisque c'est dans une lettre à sa mère, ne la trompe pas, la pauvre vieille, quand il est arrivé en vue de Jérusalem. Il dit tout de même, Jérusalem, hein, c'est une date dans la vie quand on va voir Jérusalem. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris, dit-il à sa mère, mais j'étais en tête de la caravane, j'ai enfoncé les éperons dans le ventre de mon cheval et je suis parti. Pour être tout seul quand je recevrai en plein visage et en plein cœur la vision de Jérusalem. Bon, puis il se précipite, courant, quoi, galopant dans les rues de Jérusalem. Quelle déception. Comme tout ça est vide, comme tout ça est faux, comme tout ça ment, dit-il. Alors, écœuré, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel. Et là, il dit à sa mère, j'étais tellement triste que j'ai ouvert le petit bouquin qu'il m'avait donné, les évangiles. Et je l'ai ouvert au Sermon sur la montagne. Et je me suis mis, à ma grande stupéfaction, à lire ce Sermon sur la montagne, avec un ravissement du cœur, me plongeant dans ce vieux gouffre du mot amour. Et cette fois, c'était plus un mot qui lui paraissait élastique. À ce moment-là, il se disait, mon Dieu, si c'était vrai. Mais non, c'est pas vrai. Parce que ceux qui savent lui ont expliqué que c'est pas vrai. Il y a chez lui une extraordinaire humilité. La parole que je vais vous dire maintenant, qui est dans une lettre, je voudrais qu'elle soit accompagnée chez lui d'un sourire. Il n'y en a pas. Il dit, en parlant de Renan, à propos de ses origines du christianisme, le gaillard connaît la matière. C'est un spécialiste, quoi. Puisque Renan a dit que c'était pas vrai, c'est sûrement pas vrai. Et dans une lettre à Athènes, le 24 décembre 1865, une lettre toute littéraire, il s'aperçoit, mettant la date, que c'est le 24 décembre. Alors il ajoute son post-scriptum, 24 décembre 65. Pensez qu'en ce moment même, il y a des gens qui vont à la messe de minuit. Est-ce drôle? Point d'exclamation. Oh non. C'est tellement peu drôle que 11 ans après, sans le dire surtout à M. Taine, en 76, il ira, lui aussi, à une messe de minuit, et il en reviendra bouleversé. C'est tellement peu drôle qu'à 79, lui qui va mourir en 80, il y a une femme de ménage de sa mère, qu'il aimait bien, la mère Tardif. Elle est morte. Et il écrit à sa nièce, j'ai envie de faire dire une messe pour elle, sérieusement. Tellement peu drôle que ces trois histoires de cœur pur dont je vous parlais tout à l'heure, si vous vous apercevez bien de ce que c'est, mais c'est l'histoire de trois saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Julien l'Hospitalier et Sainte Félicité la Servante, cette sainte qu'il a vue de ses yeux. C'est sa légende dorée à lui. Et alors nous voilà arrivés devant son livre clé, cette tentation de Saint-Antoine sur laquelle je veux finir. La tentation de Saint-Antoine, c'est le bouquin qu'il a porté toute sa vie. On pourrait dire que c'était son Faust à lui, quoi. Il l'a commencé quand il avait 25 ans et il va le publier 6 ans avant sa mort. Baudelaire ne ressemble pas à M. Brunker, je vous assure. Baudelaire, lorsqu'il avait vu paraître des fragments de la tentation de Saint-Antoine dans l'Artiste en décembre 57, avait dit « Nous sommes en présence de la chambre secrète de cet esprit. Il y a là une voix souffrante, souterraine et révoltée. Il y a un filon ténébreux qui sert de guide dans ce capharnaüm pandémoniaque de la solitude. » Voilà ce qu'il écrivait, Baudelaire. Ben, Renan et le comte de Lille, lorsqu'ils ont reçu le bouquin, ils ont écrit des lettres gentilles à Flaubert. Je les ai lues, ces lettres. Et l'un comme l'autre remercie M. Flaubert d'avoir écrit un livre qui est le charnier des religions. C'est à croire qu'ils n'ont pas lu ou pas voulu voir la dernière page. Alors je vous résume. Vous rappelez bien ce que c'est que la tentation de Saint-Antoine. C'est Saint-Antoine qui est dans son désert, quoi, la Thébaïde, et qui a été tenté par tous les démons. Sont passés là les dieux de l'Asie et du paganisme. Tous les hérésiarques sont passés devant lui. Et il n'a pas fléchi, il n'a pas tremblé. Et voilà qu'à la fin arrivent les trois grands démons. L'assaut final.
Le démon de la luxure, le démon de la connaissance, c'est le démon de la mort. Le démon de la luxure, saint Antoine sait qu'il suffit de lui dire non assez longtemps pour qu'enfin il lâche prise. Le démon de la connaissance, c'est autre chose, il est insidieux celui-là. Il finit par murmurer à l'oreille de saint Antoine qui ne sait pas quoi répondre. Es-tu sûr de voir? Es-tu même sûr de vivre? Peut-être qu'il n'y a rien. Et enfin, il y a le démon de la mort qui lui dit, mais saint Antoine, mais Antoine, fais donc attention que tu as peur de la mort, alors que c'est le plus grand bonheur, la mort. Parce que c'est le néant. Ô béatitude de la mort! Et saint Antoine se met à désirer au fond de son cœur cette mort qui ne serait qu'un sommeil. Puis la honte de ce qu'il a fait. Et comme il ne sait pas comment répondre, il se contente, dit Flaubert, il se contente de crisper les poings, de faire sur lui-même avec ce poing fermé un signe de croix. Et à ce moment-là, écrit Flaubert, l'illumination lui vient. Ce désert qui était peuplé de fantômes redevient le désert monothéiste dont parlait Renan. Il est vide et il est pur. Et il regarde le soleil. Et il ouvre les yeux devant le soleil qui ne l'aveugle pas. Et au centre du disque solaire, c'est le mot de la fin de la tentation de saint Antoine, il aperçoit distinctement la face éblouissante de Jésus-Christ. C'est le dernier mot de la tentation de saint Antoine. Alors ce livre qui passe pour être le livre, le cadavre de toute foi, c'est pas vrai. C'est le livre de l'affirmation, le livre de la ténacité, c'est le cri farouche de l'espérance. Alors quand on a compris ça, le vieux bonhomme tout seul dans son gueuloir, comme il grandit devant nous, comme il déploie toute sa taille. Voyez-vous, on nous dit que Dieu, ça serait, paraît-il, un triangle mystique qui s'appelle le vrai, le beau, le bien. Le vrai, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire en métaphysique. Le bien, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire en morale. Mais le beau, ça, il sait. Le beau, il a attrapé ça. C'est sa connaissance à lui, c'est ce que ses mains tendues dans le noir ont happé. J'ai bien l'impression que ce bonhomme, dans sa solitude du pavillon de Croisset, il est en train de réaliser sous nos yeux ce que Pascal met la créature humaine au défi de faire. Vous savez que Pascal dit que tout notre malheur vient de ne pas savoir rester seul dans une chambre. Il sera resté presque tout le temps, pendant 30 ans, seul dans sa chambre. Je mène une vie âpre et déserte, écrit-il, sans rien pour me soutenir qu'une espèce de rage permanente, la rage de faire bien, de faire beau. Sans femme, sans vie, je continue mon œuvre lente. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est 10 mois avant sa mort. Il écrit ça à la porte. À certains moments, il me semble que je suis saigné aux 4 membres et que je vais crever. Mais je rebondis et je vais tout de même, voilà, sachant, sentant, que je suis dans le vrai, que je suis dans le juste. Dans un de ses contes, celui qui s'appelle Saint-Julien l'Hospitalier, j'ai l'impression, enfin je vais vous soumettre mon impression, que la fin, c'est encore autobiographique. Et que sans avoir voulu le dire à personne, il nous laisse entendre tout de même qui est lui qui est en question. À la fin de Saint-Julien, vous savez peut-être, Saint-Julien c'était un type qui avait été autrefois riche et glorieux, qui s'était fait passeur, ayant renoncé à tout. Il est vieux, il est là au bord d'un fleuve sans nom dans un immense pays. C'est la nuit, en plus il y a un orage. Il entend qu'on l'appelle de l'autre rive. S'il était là pour gagner sa vie, il pourrait peut-être bien ne pas passer. Il est tellement vieux, tellement fatigué, puis il fait un si mauvais temps. Mais comme il est là comme un passeur volontaire qui ne se fait pas payer, du moment qu'on l'appelle de l'autre côté, il faut qu'il y aille. Alors Flaubert raconte qu'il a pris sa barque, qu'il a traversé, qu'il a trouvé de l'autre côté un type qui était un lépreux. Nous avons lu la suite, nous savons que ce lépreux, puisque c'est une légende, va se transfigurer et que c'est Jésus-Christ, lui, il n'en sait rien, c'est un lépreux. Il le prend dans sa barque et il traverse. Alors voilà la citation que j'ai apprise par cœur. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos. La violence de l'air l'étouffait, mais comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait absolument pas désobéir, il continuait à ramer, s'arc-boutant sur ses rames, faisant ce qu'il avait promis de faire. J'ai l'impression que quand il écrit ça, Flaubert, c'est à lui-même qu'il pense, parce que lui aussi, il est tout seul au bord de son fleuve. Lui aussi, il est en train de ramer sur son papier. Lui aussi, il croit qu'il doit faire jusqu'à ce qu'il en crève, ce qu'il a promis de faire. Sa nièce nous avait laissé une petite relation sur lui qui n'est pas très bonne, mais il y a un détail sur lequel je veux finir. Elle nous dit qu'assez souvent, l'été, quand l'oncle en avait fini de son travail, qu'il en avait la tête sonnante, il sortait sur la terrasse, une grande terrasse qu'ils avaient à Croisset. Puis il marchait là de long en large. Et personne n'aurait voulu l'aborder, aurait osé l'aborder, dit sa nièce. Même pas moi, ni mon mari, ni la vieille bonne. Parce qu'on sentait bien qu'il voulait être tout seul. Il marchait là, les mains derrière le dos, puis il regardait un peu en l'air, et assez souvent, il s'arrêtait pile joignant les talons, il se renversait, et il restait là, le nez vers les étoiles, comme s'il parlait à Dieu sait quoi.
personne ne savait que sur le coin d'un manuscrit, et daté, il avait écrit un jour ceci, que je vais vous dire, qui est exactement une prière. Samedi 12 juin 1858, minuit. Dieu des âmes, ayez pitié de ma volonté. Donnez-moi la force et l'espoir. Alors, laissons-le, voyez-vous, laissons-le sur sa terrasse, le nez dans les étoiles, sur cette terrasse où il est tout seul et où je crois qu'il n'était pas seul. Rien n'est beau que le vrai. Et il a pensé à un moment, puis il ne le pensera plus à la fin de sa vie, que c'est dans le roman historique qui sera le plus appuyé sur la vérité. Là, il atteindra du réel, presque rien de reconstruit, mais tout sur des documents. Il est donc parti dans Salammbô avec l'idée qu'il pourrait faire un roman historique où il serait absolument assujetti à une vérité contrôlée. Le romancier n'intervenant que pour une espèce de petite fiction, comment dirais-je, arabesque, sur un fond historique. Par conséquent, je répondrai que ce sujet a paru s'imposer à lui dans l'ordre de la vérité, entre parenthèses, historique. Mais que c'était au fond une erreur parce que sa vocation réelle, c'était de poser des problèmes humains et qu'aucun problème humain ne se posait en fait dans Salammbô. Si vous essayez de trouver un sens à Salammbô, vous n'y arrivez pas. Enfin, on ne voit pas ce que ça veut dire. On sait ce que veut dire, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure rapidement, ce que veut dire Madame Bovary, sur quoi débouche la passion, enfin les aventures, sur quoi débouche l'arrivisme ou la société pour l'éducation sentimentale, et sur quoi débouche la connaissance pour Bouvard et Pécuchet. Vous ne pouvez pas arriver à mettre en formule, dans la perspective que je vous indique, à mettre en formule Salammbô. Donc je répondrai roman historique qui lui paraissait une garantie d'authenticité. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut répondre. Gaston ? Pour rester dans le même domaine, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure l'éducation sentimentale est autobiographique? Parce que la lisant, on a nettement l'impression que c'est un roman autobiographique. Et alors, en relation avec cela, est-ce qu'on peut connaître d'une manière assez précise
quelles étaient les idées et l'attitude politique de Flaubert. Oui, et puis alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre la correspondance et regarder les dates de l'éducation sentimentale et de la correspondance. Par exemple, ce qui se passe dans l'éducation sentimentale sous Louis-Philippe. Vous avez parallèlement la correspondance. Et vous pouvez voir ce qui, dans la correspondance, correspond au personnage de l'éducation sentimentale. Un. Deuxièmement, le personnage de Frédéric Moreau, et vous le savez sans doute, comment est-ce qu'on appelle ça, l'unification de deux personnages de la première éducation sentimentale. Dans la première éducation sentimentale, il y avait deux personnages d'étudiants, l'un qui s'appelait Jules, l'autre qui s'appelait Henri. Jules était chargé de représenter la part de Flaubert romantique. Henri était chargé de représenter la part de réaliste, d'homme positif chez lui. Il s'est dit, ça c'est une dissociation, c'est un découpage arbitraire. Je vais donc fondre mes personnages de Jules et d'Henri en un seul personnage, qui sera Frédéric Moreau, auquel je donnerai ma réalité substantielle. 3. Madame Arnoux. Madame Arnoux est certainement pour une large part, Elisa Schlesinger. C'est là où on peut retrouver un personnage, enfin la vérité humaine de Flaubert dans cette aventure. On a beaucoup discuté sur sur la pureté de ces relations de Flaubert et de Madame Schlesinger, alors que dans l'éducation sentimentale, vous savez que rien ne se consomme. Madame Marie-Jeanne Dury, professeure à la Sorbonne, a retrouvé et publié il y a 5 ans des carnets de notes de Flaubert. Elle les a commentés, et il est évident que dans ces carnets, il y a le récit, je mets récit entre guillemets, l'indication, si vous voulez, d'une union sexuelle entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux. Il y a renoncé. Madame Dury en tire la conséquence que c'était un souvenir réel auquel il a renoncé finalement. Je n'en sais rien, je discuterai, je dirai à Madame Dury, c'est peut-être une hypothèse qu'il se propose pour son roman. Ce ne veut pas dire du tout qu'il y ait eu réellement cette nuit, une seule nuit d'amour entre eux. Je n'en sais rien. Il n'y a qu'une seule certitude, c'est que la scène de l'avant-fin, vous savez comment se termine, peut-être que, je vous rappelle ça, les 2 scènes finales sont celles-ci, vers la fin de leur vie, Frédéric Moreau et Madame Arnoux, qui a maintenant des cheveux blancs, se retrouvent et sont fort émus l'un devant l'autre. Puis la scène proprement finale, sur laquelle on fait un gros contresens, que je vais vous expliquer aussi. Les personnages masculins du livre se rassemblent, évoquent leur jeunesse, et voilà le contresens. Dans le texte, il y a ceci, ils évoquent le temps où ils étaient étudiants et où ils sont allés pour la première fois dans une maison close. Et ça se termine par, après tout, c'est ce que nous avons eu de meilleur. C'est le mot de la fin. Alors des quantités de gens ont dit c'est tout de même monstrueux et dégueulasse, de penser qu'il termine ce beau roman en disant le plus beau souvenir de notre adolescence qu'on a eu de meilleur, c'est la première fois qu'on est allé au bordel. Eh bien attention, contresens carabiné, il n'y a qu'à lire le texte. Qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Moreau dit, comme j'étais naïf à ce moment-là, comme vous vous êtes moqué de moi, vous vous rappelez qu'il y avait une fille qui s'appelait la Turque, qui tenait le bordel, je crois. Je me suis amené avec un bouquet de fleurs. Et puis j'ai rien osé faire, j'ai donné mon bouquet de fleurs et je suis parti. Voilà ce que nous avons eu de meilleur. Le temps où j'étais tellement innocent, tellement naïf, qu'il me semblait que je devais offrir des fleurs à cette femme et que je n'ai même pas osé l'approcher. Par conséquent, il est archi faux de dire que Flaubert dit « rien n'est mieux que de faire l'amour avec une fille de bordel », alors que c'est justement le contraire, où il a dit « rien n'est mieux que ce temps où je les respectais tellement, même ces femmes, que je n'osais pas les approcher ». Alors beaucoup d'éléments, certainement beaucoup d'éléments autobiographiques dans ce livre, une part aussi d'éléments romanesques, et je crois qu'il est extrêmement difficile, malgré les rapprochements de la correspondance, extrêmement difficile de dire ceci est du roman et ceci est de l'histoire et du souvenir. Dernier point que je voudrais traiter en un instant, du point de vue de la vérité historique de la reconstitution d'une époque, c'est très précieux. Quand j'ai fait un travail sur l'année 1848, c'est un livre que j'ai fait en 1948 qui s'appelait La tragédie de 48, j'ai pu me reporter à l'éducation sentimentale comme on doit et comme on peut se reporter au roman de Balzac pour représenter la vie sous Louis-Philippe. Là, il y a des pages sur les années de 48 à 51 qui ont véritablement une valeur de document historique pour nous montrer l'état d'esprit de la France possédante, enfin de la France bourgeoise surtout, au moment de la terreur qu'a été en France la prise du pouvoir par la classe ouvrière, en somme, en février 48. C'est lui, Flaubert, qui va écrire cette phrase que j'ai citée dans mon livre parce qu'elle va très loin. Alors, la propriété monta dans les respects au niveau de la religion et se confondit avec Dieu.
Eh bien, c'est tout à fait exact, parce que, essayant de lire tout ce que l'on publiait à cette époque-là, des tas de pamphlets, des tas de journaux, enfin, j'ai lu tout ce que j'ai pu comme quotidien et comme hebdomadaire de 48-51, je me suis aperçu qu'effectivement le mot de propriété prenait sa majuscule qu'on n'osait pas mettre avant, et que Dieu et propriété semblaient des mots équivalents. Eh bien, Flaubert a fait là une description qui a une valeur historique certaine. Je crois que j'ai répondu à tout ce que vous m'avez demandé. Vous vouliez me dire quelque chose, et monsieur Niklos m'a posé une question que je voudrais qu'il dise devant tout le monde, elle est intéressante. Eh bien, oui, c'est une question qui me vient à l'esprit depuis assez longtemps et que l'exposé de M. Guillemin m'incite à formuler de la manière suivante. Flaubert a dit quelque part dans sa correspondance, Madame Bovary, c'est moi. C'est bien au texte de lui. Non. Ça n'existe pas. Non. C'est quelqu'un, je me rappelle plus de qui a dit, Flaubert m'a dit, Madame Bovary, c'est moi. Mais nous n'avons pas de texte de Flaubert disant. Non, c'est pas un texte. Et alors, Paul Gautier écrit un ouvrage qui s'appelle Le Bovarisme, dans lequel il montre qu'il y a là une disposition extrêmement fréquente chez l'être humain et que Flaubert a précisément illustré chez Madame Bovary, tendance qui consiste à vivre ailleurs que là où on est, à échapper à sa condition réelle par des fantasmes ou par des actes d'évasion. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cela chez Flaubert lorsque, dans sa correspondance, alors sauf erreur le texte est de lui, lorsqu'il dit que sous les pommiers de Normandie, il rêve aux palmiers d'Égypte, et sous les palmiers d'Égypte, il rêve aux pommiers de Normandie. Est-ce que cette tendance vous paraît fondamentale ou accidentelle chez lui? Dans quelle mesure est-ce qu'elle caractérise vraiment partiellement Flaubert? Bon, eh bien oui, j'aime bien répondre à cette question parce qu'elle touche au centre du sujet. On a donc appelé bovarisme, d'un néologisme qui n'a pas persisté bien longtemps, l'idée centrale de Madame Bovary, à savoir l'ailleurs. À mon avis, c'est pas simplement un ailleurs, c'est un dépassement. Madame Bovary, c'est qui? C'est une petite bourgeoise. Mais c'est une femme qui a été élevée dans une littérature romanesque. Vous savez ce qu'elle lisait, enfin il nous le dit bien. Elle lisait des romans à grand sentiment, elle lisait des romans où elle s'identifiait avec les héroïnes qui toutes avaient des destins magnifiques. Madame Bovary est quelqu'un qui, dans son existence bourgeoise, estime qu'elle est insatisfaite. Le thème de l'insatisfaction, c'est vraiment le thème du bovarisme. Et ça s'accroche à l'idée que j'ai essayé de vous démontrer tout à l'heure, le thème de la dépossession chez Flaubert. Tous les héros de Flaubert sont des gens qui cherchent autre chose et plus. Madame Bovary va chercher, du côté des amours, à se dépasser ou à surélever son existence qu'elle trouve médiocre. Frédéric Moreau va essayer, et Madame Arnoux aussi, non, pas Madame Arnoux, Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale, de se dépasser par le pouvoir, d'être un homme important dans la société. Et ces deux cloportes, ces deux petits bourgeois, Bouvard et Pécuchet, vont essayer de se dépasser par la connaissance, devenir grand, devenir autre, par la science. Chaque fois, c'est le même mouvement. Il faut bien comprendre que le bovarisme se retrouve, non plus sur le même plan sentimental, mais sur ce plan de la créature qui exige d'elle autre chose, se retrouve dans tous les romans de Flaubert. Et alors le mot de la fin, enfin le mot qui est son secret à lui, c'est que Félicité, la servante, le troisième personnage, vous savez, des trois contes, celui qui s'appelle Un cœur simple, c'est elle qui a trouvé la vraie formule du dépassement. Elle a trouvé le dépassement dans la charité, dans la bonté, dans la, si vous voulez, piété. C'est pas piété qui intéresse Flaubert, c'est bonté. C'est une femme qui a voué sa vie au service des autres. Lui, il avait trouvé son dépassement dans le service de ce qu'il appelait l'art, la beauté par la vérité. Alors, bovarisme est bien un mot intéressant pour lui parce que dans la mesure où il aurait dit, je n'en sais rien, où il aurait dit Madame Bovary c'est moi, oui, en ce sens que Madame Bovary représente une des formules de dépassement, et erronée celle-là, que la créature humaine cherche. Erronée de la chercher dans les amours, erronée de la chercher dans l'arrivisme, erronée de la chercher dans la science, vérité chez la petite méprisée, servante, misérable, Félicité. Et s'il l'appelait Félicité alors qu'elle s'appelait André de son vrai nom, c'est que c'est un nom pour lui significatif. C'était elle qui avait trouvé la formule du bonheur. Voilà ma réponse. Oui, je vous remercie. Monsieur Benoît. Mais Flaubert n'avait-il pas toujours projeté les grands romans sur ce thème une fois qu'il aurait voulu appeler la spirale, je crois? On ne sait pas bien ce que c'est que la spirale. C'est comme Daphné chez Vigny. Il y a toutes sortes de projets. C'est Madame... Allons, le nom m'échappe maintenant, enfin, qui était la détentrice des manuscrits de Flaubert
Lucien Gros, je crois, je ne sais pas, qui nous a donné un certain nombre de textes avec SP. C'est pas comme Vigny mettait D, un delta qui représentait Daphné, lui Flaubert mettait SP, ce qui veut dire la spirale. Mais je ne pourrais pas vous dire maintenant, après avoir lu tous ces fragments, quelle était l'idée fondamentale. Ça devait être peut-être moins un roman qu'un livre philosophique, dans lequel il aurait mis plusieurs contes, dont les esquisses sont flottantes dans ses carnets, et qui devait être dans sa pensée une espèce de témoignage de la spirale, c'est-à-dire de l'ascension humaine par spirale, c'est-à-dire en tournant sur elle-même, pas verticale, vous comprenez? Les gens finissent quand même par s'élever, car il était assez convaincu, surtout autour de 48-51, qu'il y avait un progrès humain, mais un progrès circulaire, ou même de temps en temps où les gens revenaient au même point. Mais il a la différence de Nietzsche et d'autres, enfin, que ce n'est pas le retour éternel, mais que c'est un retour ascendant, un retour où tout de même l'humanité, et peut-être la créature, arrive à s'élever en repassant presque par le même chemin, mais toutefois, chaque fois avec un petit haussement. Mais ça, c'est hypothétique, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut dire sur la spirale, c'est que c'est un projet brumeux, mais dont on ne sait pas, et je serais très imprudent de vous dire, c'est ceci, dont on ne sait pas exactement ce qu'est le contenu. Il y a encore une autre question. J'ai encore un quart d'heure, vous savez. Allez-y. Oui, Monsieur Benoît. Je m'excuse de vous poser une Allez-y, question. bien sûr. Alors, à ce propos de ces projets de spirale, Oui. est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une influence assez forte, même d'un homme qu'on a bien oublié, Edgar Quinet? C'est possible. C'est possible. Vous voyez, dans ma thèse que j'ai faite sur Josselin, 1936, je me rappelle que le jour de ma soutenance, Pommier, qui est maintenant professeur à la Sorbonne, professeur au Collège de France, m'avait félicité d'avoir pensé à Quinet, parce que c'est un homme oublié, et Quinet a eu une grosse influence sur pas mal de penseurs et d'écrivains. Il est certain que son Ahasverus, par exemple, Quinet a écrit un bouquin sur le juif errant, en 1833, sauf erreur. Il l'appelle Ahasverus, puisque Ahasverus, c'est, paraît-il, le nom traditionnel du juif errant. Eh bien, Ahasverus, qui est l'histoire, au fond, d'un progrès de l'humanité, d'une marche de l'humanité, Quinet a agi sur des quantités d'écrivains. Mais comme aujourd'hui, il a été ramené à sa juste proportion, à savoir que c'est un homme qui ne sait pas écrire, qui a une conception tout à fait erronée du style, qui fait de l'emphase là où il faudrait mettre de la grandeur, il est tombé. Mais dans la mesure où il était un penseur, où il avait des idées, ces idées sont sûrement agies. Maintenant, je n'ai pas fait d'études précises, je ne peux pas vous dire, voilà l'influence définie et nette que Quinet peut avoir sur Flaubert, mais je jurerais que vous n'avez pas tort, et que Quinet, on le néglige trop. Ballanche et Quinet sont deux écrivains oubliés du début du XIXe siècle, Quinet a vécu jusqu'à la fin, mais en fait deux écrivains du XIXe dont on n'a pas encore étudié l'influence sur les autres. Je vous dirais que afin qu'il y ait ut opera retour, n'est-ce pas, comme il y en a vu. Eh bien, ça me paraît bien comique de dire que Voltaire reprenait l'idée de la Bible ou du catéchisme et disait il faut travailler son jardin. Non, en réalité, si vous ouvrez la correspondance et vous voyez ce que ça veut dire, cultiver son jardin, ça veut dire que chacun s'en tire au mieux possible. Nous sommes sous un ciel de fer, dont je vous parlais tout à l'heure. L'homme est dans un grand naufrage, écrit-il dans sa correspondance. Il s'agit que les malins se débrouillent. Et quant à moi, écrivait-il brutalement du reste, il y a en France l'enclume et le marteau. J'ai choisi de n'être pas du côté de l'enclume. J'ai choisi de me trouver ma bonne petite planque. Eh ben, c'était ça, la morale de Candide, qu'on se débrouille. La deuxième idée qui est dans Voltaire, c'est les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité fait toute leur science. À savoir, méfions-nous des augures, les curés ne savent pas plus que nous, et le christianisme est une blague. Bon, ben voilà ce qu'il nous a laissé. Mais c'est entendu, il nous a laissé ça. Je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal, il nous a laissé ça. Claudel, vous savez ce qu'il nous a laissé. Victor Hugo, dont cet animal de Thierry Monnier disait il n'y a pas bien longtemps, je demande qu'on nous indique le message de M. Victor Hugo, je le connais, c'est un message de courage et d'espérance. Le message de Flaubert, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce soir, à base de désespoir et à fond caché d'espérance, si c'était vrai. Il y a au moins une chose de vrai, c'est la beauté. Le message de Baudelaire, eh ben, je ne veux pas le définir, enfin, chacun a son message. C'est ça qui m'intéresse. Alors les influences, vous savez, enfin, c'est pas très important, c'est de l'érudition. Mais plus je vieillis, moins je m'attache à l'érudition sous cette forme. L'érudition que j'aime, c'est, on m'a, Dieu sait, assez insulté à cause de ça, les petits papiers. Trouver des faits, enfin, trouver des documents, me renseigner sur ce que le type a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a pensé. Ça, c'est capital, parce qu'on ne peut rien comprendre à quelqu'un si on ne commence pas par tout savoir. Savoir même des petites choses de rien, ça a l'air de...
On fait de grotesques histoires, parce qu'il a écrit ceci au commissaire de police à un moment. Ben si, c'est très intéressant qu'il ait écrit ça, M. de Vigny, un commissaire de police. Victor Hugo a mis ses carnets de dépenses. Ben, c'est très intéressant de savoir ce qu'il donnait aux prostituées. Oui, ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse de savoir ce qu'il donnait à la charité. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il donnait à sa femme, pour savoir s'il était avare ou pas. Ben, tout ça, vous comprenez, les petits papiers, comme on dit, c'est ça qui vous fait vivre un homme. C'est pour ça que les écrivains d'aujourd'hui essayent de brûler le plus possible leurs petits papiers, que M. Mauriac ne veut pas en laisser. Et puis quoi encore dire? Allez-y, vous savez, j'aime bien répondre. Oui, je vous en prie, monsieur. Oh non, oh non. Il y a deux personnages symboliques. Il y a Homais et Bournisien. Il ne veut pas prendre parti dans la fameuse querelle catholique, enfin chrétien, non chrétien. Alors, il a représenté deux grotesques. Son curé bournisien, vous savez ce que c'est? Enfin, j'allais dire un mot grossier. C'est un imbécile, quoi. Et puis Homais, ben, c'est aussi un imbécile. Alors, c'est la détestation qu'il portait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les péremptoires. Homais, c'est le péremptoire du non. Et le curé, c'est le péremptoire du oui. Ben moi, je suis pas péremptoire, disait-il, je sais pas. Je vais dans une certaine direction où il me semble qu'il y a une lumière qui est du côté de la beauté. Mais les curés, non, qui me cassent les pieds. Et puis alors, les autres, enfin, ben, Californie de grotesque, comme il disait. Voilà. Il a certainement une valeur de symbole, son personnage d'homme. Et puis? Mais pour prolonger la question que posait M. Benoît tout à l'heure, et la question qui vient d'être posée, est-ce qu'il n'est tout de même pas frappant que Baudelaire, dans son œuvre romanesque... Flaubert. Que Flaubert, dans les héros de ses romans, ait été en quelque sorte obsédé, et c'est peut-être en ce sens-là que ces personnages, il les subit, par le héros qui échoue. Et même par une certaine forme de la médiocrité. Il y a de la médiocrité chez Frédéric Moreau, il y a de la médiocrité chez Madame Bovary. Oui. Il y en a alors, à plus forte raison, encore chez les Cloportes. Est-ce qu'on peut rendre compte c'est intéressant, ça. De ce qui a fait que ce type-là de personnage s'est imposé à lui au point qu'il les a subis? Sauf peut-être le Félicité, oui. Enfin, les félicités, oui. Écoutez, ça, ce que vous dites, tout à coup, j'y avais jamais songé, mais je viens de lire, je prépare une conférence pour l'année prochaine sur Zola et l'affaire Dreyfus. J'avais jamais lu l'œuvre de Zola. Et dans l'œuvre, il y a donc ce personnage qui est Flaubert, tout le monde le sait, qui s'appelle Bongrand. Pour qu'on ne le reconnaisse pas, pour qu'on ne voit pas tout de suite c'est Flaubert, il en a fait un peintre. Eh bien, Zola, qui connaissait donc bien Flaubert, qui l'avait vu vivre, représente Bongrand comme un peintre qui est obsédé par le sentiment de l'échec. Comme si les conversations qu'il a vues avec Flaubert lui avaient donné le sentiment que Flaubert avait tout le temps l'impression qu'il avait échoué, qu'il n'avait jamais fait le livre de sa vie, que chacun de ses bouquins était pas mal, c'était un en marge de la vérité, une approche de la vérité, mais pas ça tout de même. Et ça se termine, l'œuvre, je veux dire, c'est un très beau roman, l'œuvre. Ça se termine dans un cimetière à l'enterrement du personnage principal, qui était en fait Cézanne. Vous savez, le personnage du peintre qui s'appelle Lantier dans l'œuvre, c'est Cézanne, qui n'était pas mort du tout, mais pour le roman, il le fait mourir. Alors donc, dans le roman, il y a l'enterrement de Lantier le peintre et conversation au cimetière où Flaubert, Bongrand, parle avec un des personnages. Le personnage qui est Zola, quoi. Eh bien, c'est là où on le voit, que le père Flaubert, Bongrand, qui dit, après tout, nous ratons tous. Enfin, alors l'idée du personnage de la médiocrité, du personnage qui échoue, qui reparaît en effet, je ne l'avais pas remarqué dans toute son œuvre, c'est sa hantise. C'est l'idée que moi-même, Flaubert, je suis en train d'échouer. Et ça me revient encore maintenant, si Zola dit qu'à la fin de sa vie, Bongrand était en train de faire une toile qui était visiblement inférieure aux autres, et dont ses camarades n'osaient pas lui dire qu'elle était inférieure. Eh bien, sûrement que Bouvard et Pécuchet, c'est le plus raté de ses romans. D'ailleurs, il ne l'a pas achevé, c'est la mort qui l'a empêché. Mais enfin, même s'il l'avait achevé, il n'y avait plus que deux chapitres à faire, c'est pas un bon roman. Alors, il sentait probablement, vous savez, comme il avait coupé son roman, puisqu'il avait au milieu écrit Le Candidat, loupé, et puis Les Trois Contes. C'est à l'intérieur de Bouvard. Il a commencé Bouvard et Pécuchet en 71, et il le termine pas, enfin, la mort le coupe en 80. Il s'obstinait à faire ce roman, sentant que ça n'allait pas, sentant qu'il était raté. Eh bien, l'idée de l'artiste qui manque son affaire, c'est probablement une idée qui le hantait et que M. Niclausse m'a suggéré. Je ne l'avais pas vu, mais rapproché de Zola, c'est ça. C'est la peur qu'il a d'être pas à la hauteur de sa tâche. En somme, je crois, moi, mon idée, c'est qu'il avait 2 fois touché le but. Il a réussi quelque chose de parfait avec Madame Bovary, littérairement parfait, et il a réussi avec ses 3 contes. Et le reste est imparfait. Salammbô, à mon sens, c'est raté. Bouvard est assommant.
Et l'éducation sentimentale, qui est un très beau livre, qui est très profond, qui est plein de choses, n'est pas bien construit. Enfin, c'est pas bouclé, comme Madame Bovary. Bovary, ça fait un rond parfait. L'éducation sentimentale, c'est plus flottant, c'est mal construit. Mais il a eu le sentiment qu'il avait approché de la vérité avec Madame Bovary, mais il était encore insatisfait. Certainement, en tout cas, certainement, oui, il y a une hantise de l'échec chez lui. Et puis peut-être que le candidat, ça lui avait tout de même tapé sur la tête, vous comprenez, il avait cru qu'il allait réussir son affaire, puis un four énorme. Évidemment, il était en train de quitter sa vraie voie, il faisait quelque chose à quoi il n'était pas adapté. Mais enfin, c'est jamais agréable pour quelqu'un de louper, il avait loupé à fond. Voilà. Encore quelque chose? Monsieur le docteur Châtelain. Ne pensez-vous pas que cette obsession de la perfection du style Jules Flaubert ne va pas être rapprochée de sa névrose d'échec pour faire des choses par le roman? Au moins réussir le style, alors, hein. C'est ça que vous voulez dire? Exactement, et ne pas s'empêcher de penser non plus à Gide, qui avait peut-être les mêmes raisons, inconscientes chez Gide, inconscientes chez Flaubert, d'être obsédé par la perfection du style. Je ne peux pas bien vous répondre. Hein? Pardon? Parce que c'est un très homosexuel. Mais il y a une homosexualité chez Flaubert volontaire et calculée un certain temps, quand il était adolescent, pour voir ce que c'est. Mais il n'y avait pas de goût chez lui, alors que chez Gide, c'était fondamental. Enfin, c'était une chose qui était, enfin, à mon avis, comment dirais-je, physiologique chez Gide. Tandis que chez Flaubert, ça avait été entièrement cérébral. C'était une tentative qu'il avait faite, mais qu'il n'a pas poussé du tout. Oui, évidemment, ça c'est discret, physiologie, n'en sait rien, vous comprenez. Mais enfin, tout ce que je peux affirmer, c'est que chez Gide, ça s'est développé et même affirmé au cours de toute sa vie, tandis que chez Flaubert, je ne sais pas si c'était refoulé, en tout cas, ça n'a pas duré au-delà de sa 20e année. Il y a une lettre qui a été publiée en 54. D'ailleurs, je suis furieux quand c'est l'édition de 54 parce que c'est Pommier qui l'a faite et il met des blancs tout le temps. Des blancs de pudeur. Vous comprenez quand même, c'est idiot. On nous publie une correspondance et tout le temps on nous coupe les phrases en mettant des points de suspension parce que c'est pas convenable. On s'en fout. Enfin, il s'agit de voir, vous comprenez. Mais oui, c'est exaspérant, ça, vous comprenez. Il y a des tas de lettres coupées. Eh bien, il y en a une où il n'a pas osé couper, où il avait inventé un palmarès. Rigolo, n'est-ce pas? Enfin, affreux. Un palmarès du lycée de Rouen où il était. Et il disait premier prix de sodomie, Gustave Flaubert. Puis après, ben oui, on coupe. Ça aurait été bien intéressant. Bon, alors maintenant, venons-en à la question du style. Je voudrais vous dire quelque chose là qui m'intéresse en effet, parce que c'est Flaubert, c'est Claudel qui m'en a parlé. Claudel, il admirait pas mal Flaubert, il savait par cœur quand il était gamin, enfin quand il était adolescent, des grands morceaux de la Tentation de Saint-Antoine. Il m'a raconté que quand il avait 19-20 ans et qu'il se baladait dans la forêt de la Tournelle, près de Villeneuve, il se récitait tout seul, quand il était en plein dans la forêt, des textes de la Tentation de Saint-Antoine. Il m'a dit ensuite, de 42, puis je l'ai revu en 47, puis en 49, puis en 52, il m'a dit, mon admiration ancienne pour Flaubert a beaucoup décru parce que, à mesure que j'ai possédé mieux mon instrument, il veut dire son style, et effectivement c'est un des plus, à mon avis, c'est un plus grand styliste que la France ait eu, Claudel, je me suis aperçu, dit-il, que jamais ce Flaubert, qui se battait tellement avec sa phrase, jamais il n'est arrivé à trouver la phrase parfaite, je veux dire la musique complète. C'est comme si, me disait-il, c'est comme si ce bonhomme avait tout le temps sur le bout de la langue un air qui va retrouver. Il dit, je le tiens, puis il ne le tient pas. Il aurait eu jusqu'au bout de sa vie l'air sur le bout de la langue, mais il ne l'a jamais chanté. Voilà l'idée qu'avait eue Claudel. Et ma foi, c'est assez vrai. Si vous lisez tout fort, sans le gueuloir, si vous murmurez simplement, des phrases de Flaubert, c'est rare que la phrase vous satisfasse pleinement du point de vue de la cadence et des rapports de timbre. Les phrases de Rimbaud, les phrases de Baudelaire en prose, et les phrases de Claudel, sont des phrases extraordinaires comme sonorité et cadence. Il y a ce nombre intérieur, ce rythme, qui est la marque du grand artiste. Chez Flaubert, c'est pas tout à fait ça. C'est trop calculé, c'est trop concerté, son style. C'est beaucoup plus instinctif chez un Rimbaud et chez un Claudel. Cocteau, dans Le Grand Écart, je crois, dit que Flaubert, styliste, lui fait penser à un type qui sait admirablement le maniement du fusil, qui vise à la perfection, mais qui rate la cible. Tandis que, dit-il, et là je suis plus d'accord, Balzac est un type qui ne sait pas viser, qui prend son fusil n'importe comment, puis qui met dans le mille. Et ben, vous comprenez, les deux fois, l'idée est la même. L'idée du fusil ou l'idée de la musique, c'est de même quelqu'un qui n'a pas le discernement parfait, qui est sur le bord, qui connaît son métier, mais à qui il manque quelque chose pour atteindre la perfection stylistique ou musicale totale. Voilà. On coupe. Je suis un peu claqué. Oui, bon, merci.